Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Léo, bienvenue sur Radio Roison. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition numéro 8 de Rond Central, votre rendez-vous football mensuel tous les premiers mercredis du mois. Pour cette nouvelle édition de Rond Central, j'ai le plaisir de recevoir un invité dont le nom va très certainement parler à nombre d'entre vous qui nous écoutez. Que vous soyez lillois, monégasque, stéphanois ou bien rennais, mon invité a une importance toute particulière dans la construction des effectifs que vous avez pu observer avec vos équipes de cœur respectives. Si on doit se concentrer sur la zone géographique dans laquelle je me trouve, on précise d'ores et déjà qu'il a occupé le poste de directeur du recrutement pour le Stade Rennais Football Club de 2013 à 2019. Jean-Luc Buisine est mon invité ce soir. Bonjour Jean-Luc, bienvenue sur Radio Roison. Comment est-ce que tu vas ? Bonsoir, ouais, tout va bien, merci. Tout va Bonsoir bien ? à tous. Oui, merci. Bon, c'est super. Je suis ravi de t'accueillir pour cette édition numéro 8 de Rond Central. Je vais directement commencer par une première question très brève avant d'introduire et de remettre un petit peu en contexte et pour réexpliquer rapidement le programme qu'on va dérouler tranquillement ensemble sur cette soirée. Lors de ton passage au Stade Rennais, tu n'as jamais donné aucune interview. Il n'y a pas eu de sortie médiatique, si ce n'est la toute première quand tu es arrivé et dans laquelle tu avais d'ailleurs précisé que ce serait la seule et unique fois qu'on t'entendrait, en tout cas sous les couleurs rouge et noir, sauf à ce que je dise une bêtise et tu me corrigeras si c'est le cas. Donc est-ce que du coup le schéma a été différent dans tes autres clubs, à Lille, à Monaco ou à Saint-Etienne, et si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire que Radio Roison c'est ta première sortie médiatique officielle ? Oui, effectivement, je pense que c'est la première en radio. En fait, c'est assez simple. Quand on est directeur du recrutement et qu'on signe son contrat dans un club, on est tenu on a un devoir de confidentialité sur tous les dossiers sur lesquels on est. Et souvent, quand on répond à certaines interviews, les journalistes sont parfois assez adroits et essayent de vous tirer un petit peu des informations sur les recrutements éventuels, sur les départs éventuels. Et j'ai jamais voulu y répondre parce que je voulais pas me faire piéger. Et puis surtout, je voulais respecter mon contrat. C'était très simple. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a un programme qui est très vaste pour les habitués qui nous écoutent. Voilà, on est habitué à un format d'environ 45-50 minutes. Compte tenu de la présence de Jean-Luc et de la qualité de l'invité, non pas que les invités que j'ai pu recevoir avant n'étaient pas qualitatifs, mais là on est sur un invité tout à fait particulier. Eh bien on va se permettre de prendre un petit peu plus de temps avec l'accord de Jean-Luc évidemment. Donc vous avez pour au moins un peu plus d'une heure d'émission sans aucun problème ce soir. N'hésitez pas à vous manifester, je le précise dans les commentaires, je vois que vous arrivez progressivement. N'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Luc si vous en avez, je ne manquerai pas d'interagir avec vous. C'est aussi ça Rond Central, et vous le savez, c'est de l'interaction, c'est poser vos questions aux invités. Et là je pense que ça doit fourmiller dans les têtes de nombreux d'entre vous. Jean-Luc, du coup, pour reprendre un petit peu le cours de l'émission, je vais remettre en contexte sur le programme. Première partie tout à fait classique, signature à Rond Central. La partie coup d'envoi, à questions simples, réponses très très simples. On ne s'étale pas. On aura l'occasion de façon de revenir plus tard sur différentes choses, à savoir toi et ton parcours avec le football, et puis après ton rôle en tant que directeur du recrutement notamment. Eh bien écoute, je te propose de partir d'ores et déjà sur cette première partie coup d'envoi. Et puis derrière, on s'axera sur ton parcours et on terminera ce qui prendra le plus gros de l'émission sur le rôle dans le recrutement, que ce soit à Lille, à Saint-Étienne, à Rennes ou à Monaco. On est parti pour le coup d'envoi, mesdames, messieurs. Encore une fois, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Je vais te demander de commencer très simplement, Jean-Luc, ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît. Nom Buisine, prénom Jean-Luc. Je vais avoir bientôt 62 ans. Et je suis né en France, à Côte-Bécancourt, dans le pays de Caux, à côté de Rouen. Voilà. À côté de Rouen, en Normandie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai fait 2-3 petites recherches avant, histoire de ne pas être paumé géographiquement. Est-ce que, en quelques mots très brefs, et on aura le temps de revenir dessus après, tu peux nous décrire ton parcours scolaire universitaire, s'il te plaît ? J'ai fait une section sport-études, moi. Ensuite, le foot a très vite pris le pas, puisque j'ai commencé à jouer à Rouen en équipe première à 17 ans et demi. Et lors d'un tournoi avec la section sport-études, on avait fait un match et on était en demi-finale du championnat sport-études. J'étais parmi les premières années à jouer avec les mecs qui étaient en terminale. D'accord. Et ça ne s'était pas très bien passé à l'époque. Je jouais milieu offensif, je vais faire une passe en retrait à notre gardien. Je ne vois pas qu'il y a un joueur qui traîne derrière, il prend le ballon, il marque, on perd 1-0.
Et ça me travaille un peu. Le lendemain, j'ai 4 heures de maths avec un prof de maths qui ne m'aimait pas et qui m'humilie un peu. Ouais. Et je lui mets une tarte. Et ses lunettes tombent et je shoot dans les lunettes et je me fais virer. Donc, les études se sont arrêtées là au départ. Et là, ma mère me dit, je vais finir clochard. Mon père, bon, qui lui avait tenté une carrière de footballeur professionnel, me soutient. Il me dit, écoute, c'est pas grave, tu vas pouvoir suivre tes études par correspondance et rattrape-toi. C'est ce que j'ai fait et au final, j'ai une maîtrise des sciences de gestion, j'ai un bac plus 4. D'accord, ok. Voilà. Bon, on reviendra encore un peu plus en détail par la suite dans la deuxième partie. Jean-Luc, est-ce que tu peux me donner ton club de cœur, s'il te plaît? Mon club de cœur, c'est le FC Rouen. C'est celui qui m'a fait naître dans ce monde du football professionnel. Et après, le club qui m'a toujours fait rêver, c'est le Barça. Ok, ça marche. Voilà. On pourra éventuellement reparler aussi un petit peu après. Ton joueur de cœur, Jean-Luc? Johan Cruyff. Johan Cruyff, ok. Quel est ton meilleur souvenir de football? Mon meilleur, ça a été en tant que joueur ou en tant que dirigeant? En tant que joueur, ça a été la montée de deuxième division en première division avec Rouen. En plus, j'ai fait une grosse saison à cette époque-là. Je jouais milieu offensif et j'avais marqué des buts. Et c'était une très belle saison. Et puis, je dirais sur le même niveau, le titre de champion d'Europe Espoir qu'on a gagné en 88 avec la grosse équipe Cantona, Laurent Blanc, Gloma, Alain Roche. Je les mets. Ce sont deux souvenirs que je mets sur le même niveau. Okay. Ça, c'est en tant que joueur. Et en tant que dirigeant, c'est le doublé avec Lille. Ouais. On a fait Coupe de France et championnat avec Lille. Et ça reste là, ça a été la folie à Lille. Et ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Contradictoirement, c'est quoi ton pire souvenir de football? En tant que dirigeant, ça a été la défaite en Coupe de France avec le Stade Rennais contre Guingamp. Laquelle? Ah bah du coup 2014, évidemment. Ah ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à digérer cette défaite-là. Ouais. Et en tant que joueur, ça a été surtout des blessures assez graves, quoi. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille qui m'a écarté des terrains pendant 1 an. Où tout le monde me disait que j'étais terminé pour le monde du foot. On me proposait de me reconvertir secrétaire général du club à l'époque et tout. Heureusement, à l'époque, j'avais un agent qui m'a bien soutenu. Ouais. Qui m'a bien conseillé au niveau médical, il m'a bien orienté et je suis revenu. Okay. Je suis revenu au niveau et après, j'ai continué ma carrière en première division, mais j'ai eu une période très difficile. Ouais. Les blessures, j'ai eu du mal à les gérer. Quoi. Ouais. Donc tu l'as très bien dit, tu as eu une carrière de footballeur professionnel et pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui ne le savent pas, je le précise d'ores et déjà, le poste que tu occupais, c'était celui de défenseur central. Tu as évolué au LOSC, tu as évolué au Racing Club de Strasbourg et tu as démarré avec Rouen, le tout dans les années 80, fin des années 80 et les années 90. Est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui de retoucher le ballon entre copains, avec la famille? Et si c'est le cas, est-ce que tu as une réticence à évoluer au poste de défenseur central? Est-ce que tu as une nécessité à jouer ailleurs? Alors déjà, il faut que je vous précise que j'ai joué défenseur central par défaut. À la base, quand j'étais jeune, j'étais milieu offensif. Ok. Et même la montée que je fais avec Rouen en première division, je suis encore milieu offensif. C'était une année où j'ai marqué 13 buts sur la saison. On avait même joué le Stade Rennais à l'époque. L'entraîneur, c'était Garcia, qui avait trouvé que j'avais fait un gros match. Il voulait même me recruter à l'époque. Et en fait, en première division, donc avec Rouen, on joue contre Nantes, qui caracolait en tête. L'attaquant, c'était Vaïd Halilhodžić. Et là, notre stopper se blesse à l'entraînement le mercredi et nous, on jouait le samedi. Et là, mon coach, moi, j'avais un super jeu de tête quand j'étais joueur. Ouais. Mon coach me dit, écoute, Jean-Luc, tu vas me rendre service. Tu vas prendre Halilhodžić et tu le prends en individuel et je ne veux pas le voir. Il me dit, tu es l'individuel, tu sais ce que c'est? Je dis, ouais, je sais un peu, ouais. Il m'explique un peu et on fait 2 journées d'entraînement où je fais que de l'individuel et tout. Et on joue contre Nantes et on bat Nantes 1-0. Nous, on assure le maintien et sur ce match-là, je fais un très bon match, le public s'enflamme un peu et puis derrière, je devais partir au service militaire à Beach. Là, on me dit non, tu vas aller au bataillon de Joinville, maintenant tu es en équipe de France militaire. Et puis derrière, j'ai eu des sélections en équipe de France Espoir à ce poste-là et en équipe de France olympique à ce poste-là. Mais donc, j'ai joué défenseur par défaut. Je n'ai pas été formé défenseur. Et pourtant, tu as fait tout le reste de ta carrière en défenseur. J'ai fait tout le reste de ma carrière défenseur. Donc, je me suis un peu emmerdé, vulgairement parlant. C'est la question que j'allais te poser. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Ouais.
Mais bon, si j'avais pas accepté, à la limite, peut-être que j'aurais pas fait cette carrière-là. Pas eu de carrière, peut-être, ouais. J'ai quand même fait mon carrière, donc voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ton parcours? Du coup, je le précisais, hein, ça peut être en tant que joueur pro, en tant que dirigeant, et qu'importe le club. Quelque chose qui t'a vraiment marqué. Ça peut être positif comme négatif. Une anecdote. Je pense que tu dois en avoir la pelletée. Ben ouais, j'en ai beaucoup, mais une qui peut. En tant que dirigeant, l'anecdote qui m'a le plus marqué, moi, c'est quand j'étais à Lille et j'avais été séquestré par des Serbes qui étaient venus me réclamer une commission. En fait, on avait recruté un joueur qui ne leur appartenait pas à ces agents-là. Et puis un jour, on voit débarquer au club deux 4x4 avec 4 mecs dans chaque 4x4. Et là, je mets ma tête à la fenêtre, je leur demande ce qu'ils veulent. Ils me disent on cherche Buzy. Je dis c'est moi. Mais le mec, je dis je descends. Il me dit non, on monte. Et là, directement, il a un pétard, il le pose. Il me dit voilà, tu nous as niqué une com de 500 000. Si ton club ne paye pas, c'est toi qui payes. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, on avait effectivement recruté un joueur qui était un Croate, qui n'était pas serbe. Ce n'était pas les agents du joueur, mais par contre, c'était les agents du club et le président, c'était un président un peu spécial. Et nous, on s'était mis d'accord avec le joueur. Et eux, ils considéraient qu'il y avait une commission, les agents de 500 000 qui. Et là, ça a été très chaud parce que c'est la BAC qui est venue nous délivrer parce qu'ils m'avaient demandé de prendre la voiture, d'aller à l'hôtel voir le joueur. Ça a été une grosse angoisse. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il me suivait depuis plusieurs jours. Donc, il savait où j'habitais. Il savait où ma fille allait à l'école et tout. Donc là, la police m'a mis en garde. Il a fallu qu'on déménage tout le monde. Ça a été une période très compliquée, quoi. Donc, ça a vraiment marqué ma carrière de dirigeant. C'était en quelle année? C'était à Lille. C'était en quelle année à l'époque? C'est l'année où on recrute Marko Maric, donc je ne sais plus exactement à quelle époque c'était. C'est 2006, non, ou 7? Je ne sais plus exactement la date, mais c'était une sale période, quoi. Ça m'a suivi longtemps. J'ai failli arrêter le métier à ce moment-là parce que des traces, bien sûr. Ouais, ça fait peur. Ok. J'en ai eu des anecdotes assez, on va dire, j'allais dire sympa. Là, celle-là, en l'occurrence, n'en est pas une. Je crois que c'est la plus folklorique que j'ai pu entendre, vraiment. Et ça s'est terminé comment? Alors, si ce n'est les conséquences morales ils m'ont demandé d'aller à l'hôtel voir le joueur parce que moi, j'étais certain que ce n'était pas les agents du joueur. Donc, ils me disaient on va voir le joueur. Et là, heureusement, le joueur dit mais je ne vous connais pas. Et en fait, c'est dans la bande des agents, il y en a un qui a fait croire à tous les autres, qui connaissait bien le joueur, qui me connaissait bien. Et en fait, il avait raconté n'importe quoi. Et heureusement, j'avais un de mes collaborateurs à l'époque, c'était Thierry Bonalaire, qui bosse maintenant à Brest, qui était resté au bureau. Et là, il me dit, Jean-Luc, donc il m'appelle sur mon téléphone quand je suis sur la route. À l'époque, il n'y avait pas l'équipe main libre, mais il y avait déjà les téléphones portables. Et là, il voit que j'ai quitté le bureau sans le fermer à clé et mon ordinateur ouvert. Et il sait très bien qu'il y a des choses confidentielles dans l'ordinateur. Et là, il m'appelle. Il me dit, Jean, tu es parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, écoute, je vais voir Marko Maric à son hôtel. Il me dit, ça va pas? Je dis, écoute, je bégaye un peu et je lui dis, bon, je vais là-bas. En fait, il descend vite à la sécurité. La sécurité visionne les caméras. Et là, ils ont vu qu'effectivement, il y avait des mecs un peu space qui étaient là, quoi. Donc, c'est la BAC qui est venue sur ordre de Xavier Tulot, qui était le directeur général de l'époque. Et ils sont venus dans l'hôtel où nous, on passait nos mises au vert et tout. Donc, c'était un des plus beaux hôtels de Lille. Et la BAC est descendue et ils nous ont pris Marco et moi, ils nous ont mis dans un fourgon. Et puis, ils ont arrêté. Donc, il y en avait 4 qui étaient dans un véhicule qui les attendait et 4 qui étaient dans l'hôtel avec nous, quoi. Alors déjà, entre eux, ils étaient presque en train de se chamailler. Et puis, Marco et moi, on était en train de leur dire, bon, finalement, nous, on n'a rien à voir avec vous, débrouillez-vous. Et au moment où on dit ça, la police arrive et les arrête et les emmène. Et puis, finalement, c'était… Et ça s'est arrêté comme ça? Alors, j'ai été obligé de porter plainte pour tentative de détournement de fonds. Et puis, finalement, ça a été une erreur. J'étais obligé de retirer ma plainte parce qu'ils continuaient de me harceler, moi. Par rapport à la dite plainte, justement? Comment? Par rapport à la dite plainte? Par rapport à la plainte, oui. Donc, finalement, après, j'ai craqué, j'ai enlevé ma plainte. Et puis, j'ai été libéré de tout ça. Mais effectivement, il y en avait 2 qui étaient interdits de séjour. Et c'était du grand banditisme, quoi. C'était là où c'était
Et quand ils m'ont donné la nationalité, je Ok. Ok, ça marche. Bon, on va sortir de cette anecdote qui peut peut-être rappeler un peu d'angoisse pour toi, bien que ça fasse. Ouais, ça fait 15 ans. Hein. Ouais, ça marque. Hein, ça fait 15 ans, mais ça marque à vie, ce genre de choses. Ouais. Je peux le comprendre. Bon, écoute, Jean-Luc, on va revenir un petit peu plus sur ton parcours personnel. On va aller vers également le début de ta carrière en tant que joueur pro. Je vais poser une fourchette temporelle entre ta naissance et puis ton premier match en D1. Qui a eu lieu le 15 octobre 82. Voilà, fourchette temporelle 61-82. Donc, comme tu l'as dit en début d'émission, tu es né le 5 octobre 61 en Normandie, à Côte-Bec-en-Caux. Et ta première apparition en tant que joueur pro, pardon. Donc, elle a eu lieu le 15 octobre 82. Alors ça, non, je ne sais pas où vous avez trouvé cette date, mais mon premier match en pro, j'avais 17 ans et demi. Et en D1, j'ai dit. Hein. Ah, en D1, pardon. D1. Ouais, en D1 avec Rouen, parce que sinon, ça remonte à 79. Effectivement, en Ligue 2, ça remonte à 79, c'était contre Reims. Ouais, j'ai fait mes recherches. Okay. Donc, en D1, avec Rouen face au Stade Lavallois. Match d'ailleurs durant lequel vous vous êtes incliné 3 buts à 1 avec ton équipe. Et tu as joué une mi-temps avant d'être remplacé par Joël Tantea. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. Fourchette temporelle posée, du coup, donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Déjà, voilà, j'aimerais savoir un petit peu comment s'est déroulée ton enfance. Est-ce que tu as des frères et sœurs, des frères ou sœurs? Comment est-ce que le football est rentré en contact avec toi, via ta famille? Est-ce que c'était une passion d'enfance qui a été transmise? Est-ce qu'il y avait un autre sport avant? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu t'es tourné vers le football? Parle-nous un petit peu de tout ça. Bon, moi, j'ai 2 frères. J'ai un frère aîné qui n'a jamais tapé dans le ballon, qui était plutôt musicien, guitariste, et c'était une grosse tête. Il est ingénieur informaticien. Et j'ai un petit frère qui a suivi mes traces. Il avait fait l'INF de Vichy, lui, mais il n'est pas passé après parce qu'il y a eu de multiples blessures. Moi, je suis venu au foot parce que mon père a tenté une carrière de footballeur professionnel au RC Lens. Il était gardien. D'accord. Et en fait, il n'est pas passé. Parce qu'au moment de donner les contrats pro, le RC Lens à l'époque avait choisi Arnaud Sovinski comme gardien et pas lui. Okay. Et il avait 18 ans à l'époque et comme c'était une tête brûlée, il a décidé de s'engager en tant que militaire. Et il s'est engagé dans la Marine nationale. Et il a fait toute sa carrière dans la Marine nationale. Mais en étant marin, il continuait à être en sélection marine. Il a toujours joué au foot. Et quand il a arrêté d'être en Marine nationale et quand il s'est reconverti au civil, il est devenu entraîneur de foot. Donc moi, naturellement, je continue à taper dans le ballon. J'ai tapé dans le ballon tout petit que j'étais. Ouais. Et puis en minime, il y a eu un concours de circonstances assez favorable pour moi. Le président, qui était le médecin de la Sécu de Rouen, dit à mon père, écoute, j'ai sympathisé avec un pro, un Argentin, qui est gravement blessé. Maintenant, il a un genou artificiel. Par contre, il veut devenir entraîneur. Est-ce que tu peux le former un peu, lui donner un coup de main? Et finalement, il avait déjà des notions d'entraînement, ce pro qui s'appelait Ricardo Montivero. Et il venait donc 2 fois par semaine nous faire l'entraînement. Et il avait vu qu'à l'époque, j'avais des qualités au-dessus de la moyenne. Et il m'a fait faire beaucoup d'entraînements. Et en étant en 4e division de district en Normandie, c'est-à-dire le plus bas il n'y a pas plus bas, il m'a permis de faire le concours du jeune footballeur. Et au niveau local, je finis premier. Au niveau départemental, je finis premier. Au niveau régional, je finis 3e et je fais la finale à Paris. Et à Paris, je finis 30e. Et à partir de ce moment-là, les clubs comme Le Havre, Caen et Rouen notamment, qui étaient en 2e division à l'époque, s'intéressent à moi. Bien sûr. Et proposé à mon père de devenir entraîneur aussi au FC Rouen. Il avait les juniors à l'époque. Mais moi, je passais de minime 2e année, je passais à cadet 1re année. Et c'était la première année des championnats nationaux cadets. Et là, je me suis imposé. J'étais 1re année, mais je me suis imposé directement. J'étais titulaire avec les 2e années. Et puis, quand je suis arrivé en junior 1re année, je ne jouais pas en junior. Je jouais en équipe réserve à Rouen. Et à un moment donné, un vendredi, il y a l'entraîneur de l'équipe première qui vient me voir, qui me dit, écoute, mon petit, pour ce week-end, tu ne vas pas avec la réserve. Tu viens avec nous. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier match contre Reims avec les pros. Extra. Génial. On va pouvoir, je vais revenir sur deux, trois choses par rapport à ça et je vais redévelopper un petit peu par la suite. Vis-à-vis du football et tes parents, est-ce que toi, éventuellement avec ta famille, tu allais de temps en temps assister
à des matchs dans des stades, parce qu'on a bien compris du coup que tu avais été mordu depuis tout petit. Est-ce que ça t'arrivait d'aller voir, le club, que ce soit Rouen ou que tu ailles dans d'autres stades Mais ça, avec ta famille, entre potes si c'est le cas, à quelle fréquence et puis après, éventuellement savoir s'il y a un match dans ton enfance, dans ton adolescence qui aurait pu te marquer, pour lequel tu garderais un souvenir indélébile. oui, avec mon père, on allait souvent à Rouen voir des matchs. Ouais. Et il y a un match il y a un match en particulier qui m'avait, enfin même une saison complète qui m'avait marqué, c'était quand l'entraîneur c'était Pancho González Mhm. et il avait fait remonter l'équipe de deuxième division en première division. Mhm. Et là, une montée, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais côtoyé alors justement encore des Argentins. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été très proche des Argentins, que ce soit en tant que jeune joueur ou en tant que joueur après, puisque j'en ai quasiment toujours eu dans les équipes dans lesquelles j'ai joué. Mhm. Et là, j'avais côtoyé César Larraigné, qui était un très très grand joueur en Argentine et qui était absolument adorable. Et le hasard a fait que justement, quand j'avais fait ce concours du jeune footballeur, il m'avait vu faire un test à Rouen. Et à la fin du test, il avait regardé, il y avait une opposition, et il était allé voir l'entraîneur et il lui avait dit, il y a un petit là, il est très bon, il faut le prendre. Et il était venu me prendre, Okay. Et il me dit, tu es bon, tu viens d'où? Et je lui explique que j'avais eu un entraîneur qui s'appelait Ricardo Montidero, et finalement, c'était un de ses amis, quoi. Alors, il m'a pris sous son aile, il m'a toujours couvé, il m'a emmené un peu partout. Mais cette année-là, alors j'ai été forcément déçu parce qu'il y avait eu la montée, et ils sont quasiment redescendus aussitôt. Dans la foulée. C'était un peu dommage. J'étais très déçu parce que j'étais forcément supporter du club. D'accord. Tu nous as cité un petit peu les événements et le processus progressif qui a suivi pour toi, donc de ton enfance jusqu'à ton premier match en tant que professionnel en 79. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment, selon toi, tu as pris conscience que tu pouvais avoir une destinée dans le foot professionnel, pardon. À partir du moment où j'ai été recruté par Rouen, ouais. Je me comportais déjà comme un professionnel. J'étais à la maison, j'étais un moine. Je vous donne des exemples. Quand il y avait des mariages, des communions, des trucs comme ça, moi je partais avec mon matelas gonflable. Et si ma famille faisait la fête, moi je me mettais dans un coin parce que j'avais un match le lendemain. Ouais. Mais bon, il ne fallait pas sacrifier non plus les réunions de famille. Mais j'étais déjà très pro dans la tête, quoi, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau de la diététique, au niveau des entraînements. Et j'en faisais déjà. J'avais déjà des qualités à la base qui étaient un peu au-dessus de la moyenne, mais ça ne suffisait pas. Dès que j'avais du temps, je sortais dans le jardin, je prenais un ballon et j'essayais de travailler des gestes. Okay. Non, très tôt, je me suis mis ça dans la tête et j'avais très envie de devenir professionnel. C'était quoi le plus dur, selon toi, dans ton processus de croissance vers le monde professionnel? Là, du coup, tu nous disais vivre effectivement comme un moine, te conditionner à un monde professionnel futur dans le football pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu considérais vraiment comme très dur à surmonter à cette période-là? Non, il n'y avait rien. Non, j'ai rien. Je sais que j'ai fait beaucoup. Enfin, c'est surtout mes deux frangins qui me disaient ça. Ouais. J'ai forcément fait beaucoup de sacrifices parce que je ne sortais pas. Mais non, pour moi, c'était naturel, quoi. J'étais déjà dedans. Ça ne m'a pas traumatisé, quoi. Je n'ai pas fait de choses traumatisantes, même si, je répète aux yeux de mes deux frangins, eux disent que pour arriver à cette carrière-là, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Moi, je ne m'en rendais pas compte. D'accord, ok. Parce qu'il y avait certainement aussi justement cette passion en fait, pour le sport qui faisait que tu ne le voyais même plus comme une contrainte, mais juste comme du plaisir pour arriver à ton rêve. Exactement, ouais. C'est exactement ça. D'accord. Tu nous parlais un petit peu de tes études tout à l'heure. Comment est-ce qu'elles se sont déroulées compte tenu de la présence du football dans ta vie? Est-ce que tu as eu des difficultés à allier les deux? Quelquefois, oui, parce qu'il y avait des matchs répétés dans la semaine. Quelquefois, c'était compliqué de suivre les cours par correspondance. Alors, heureusement, j'avais des potes qui me rattrapaient des cours. Et puis, on tombait aussi sur des profs qui étaient plutôt sympas. Et où j'ai donné le maximum, c'est quand j'ai arrêté ma carrière de joueur. Là, je me suis dit, bon, j'ai rien dans les mains officiellement. Bon, maintenant, il faut que je me rattrape. Alors, c'était assez sympa parce que je retournais à l'université, mais avec des jeunes. D'ailleurs, à une époque, quand j'avais quitté Dunkerque et que j'avais été un an de agent de joueur,
à l'université de Lille, c'était pour passer la maîtrise. Tous ces jeunes avec qui j'étais à l'époque sont restés des amis aujourd'hui parce que c'était eux qui m'avaient un petit peu poussé à passer la licence d'agent de joueur. Et c'était aussi eux qui m'avaient aidé à mettre le réseau que j'avais en place. On avait ciblé des avocats dans chaque pays qui étaient passionnés de football parce que ils connaissaient bien la loi du pays, ils connaissaient la langue, et puis en général, ils parlaient couramment anglais et espagnol. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a mis en place un réseau au niveau international qui m'a bien servi après pour le recrutement dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Ok, d'accord. Sachant que du coup, entre ta sortie de carrière de joueur pro, tu as eu un poste de quelques temps quand même. Ça a duré 2-3 ans à Dunkerque. Oui, j'étais d'abord directeur du centre de formation. Et après, tu es passé manager. Ensuite, j'ai remplacé Alex Dupont parce que l'équipe première n'allait pas bien. Moi, j'avais la N3 et lui, il était en N1. Ouais. Donc, j'ai fait 6 mois la N1 pour la maintenir. Et après, j'ai été nommé, j'ai eu une promotion en interne, j'ai été nommé directeur général de Dunkerque. Heureusement, ensuite, on n'est pas remonté et on a perdu le statut professionnel. Et derrière, tu as fait une carrière d'agent et puis tu es ensuite parti dans le monde du recrutement officiellement. Voilà. Et on aura le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. On va refaire un petit saut, léger saut dans le passé. C'est quoi le souvenir que tu gardes qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ta première apparition en D1 avec Rouen? C'était la gestion du stress qui était difficile. Ouais. C'était là, on se dit, même si la passion était là, il y avait quand même beaucoup de monde. En plus, le premier match, je répète, c'était à 17 ans et demi. C'était Reims qui venait à Rouen. Donc, Reims, c'était une grosse équipe. Là, il fallait gérer. C'était difficile de gérer à la fois l'émotion et le stress. Et là, j'avoue, je m'en souviens, mes 2 premiers ballons, je les ai perdus. Donc, et après ça vient. Après, on se met dedans. Il y a les partenaires qui nous encouragent. Mais ouais, je pense que l'émotion avait pris le dessus à ce moment-là. C'était sûrement plus difficile à gérer. Mais au final, souvenir magnifique quand même, j'imagine. Malgré le contexte du match. Ouais, alors, sentiment mitigé parce qu'on perd. On perd à la maison 1-0. Mais c'est mon premier match. Je voyais quand même dans les yeux de mon père que ça brillait, quoi. Il était fier parce que lui, il n'avait pas réussi à faire une carrière de pro. C'était un peu une revanche à travers moi. J'en ai encore des frissons là aujourd'hui, mais je ressentais effectivement, quand on est gamin et qu'on sait que son papa est fier de soi, ça n'a pas de prix. Ah ouais. Ça n'a pas de prix. On est bien d'accord. Qu'est-ce que tu retiendrais principalement de ton parcours en tant que joueur professionnel? Et est-ce que tu en es fier? Ouais, je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire. J'ai un regret par contre, c'est que j'aurais peut-être... Bon, j'ai arrêté ma carrière à 32 ans. Mais à l'époque, j'avais des sollicitations d'Angleterre et j'avais vraiment le profil pour jouer là-bas. J'avais un bon jeu long, j'étais dur sur l'homme, j'avais un super jeu de tête offensif et défensif. Et j'y suis pas allé. On m'a proposé 2 essais. C'était un agent qui était l'ancien directeur sportif de Lille, Charles Samois, qui m'avait proposé ça. Et à l'époque, j'avais quand même donné beaucoup pour le foot. J'avais négligé ma famille, donc mes parents, mes frères, ma fille, ma femme, parce qu'on est souvent parti quand on est dedans. Moi, la carrière, elle a duré 15 ans. Ma fille, je ne l'ai pas vue grandir. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, allez, on va faire un break et puis on va retrouver tout ça parce que ce sont des éléments de la vie qui nous sont très chers et il faut les considérer. Alors du coup, si tu pouvais changer une chose dans ton parcours, ce serait quoi? Ce serait uniquement ça. Je pense que j'aurais dû aller faire le test là-bas parce que je pense que derrière, j'ai un regret, c'est ce regret-là. Je pense que derrière, j'aurais pu vivre des grands moments en Angleterre et d'autant qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est devenu, parce qu'à l'époque, c'était le championnat anglais commençait à décoller et j'aurais pu faire partie de cette... de la genèse. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est le seul regret que j'ai dans ma carrière aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, c'est une belle manière de conclure cette partie sur ton parcours personnel. Je vais revenir du coup sur la petite transition que j'avais préparée. Je t'ai parlé un petit peu de l'USL Dunkerque. Donc du coup, pour ton après-carrière, tu as eu une fin de carrière qui a été annoncée officiellement en 94.
si Oui. je dis pas de bêtises. Tu as intégré l'USL Dunkerque 1 an plus tard, donc tu l'avais dit, en tant que directeur du centre de formation. En septembre 96, pardon, tu deviens manager de l'USL Dunkerque jusqu'en 97. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà dans ton esprit à l'approche de ta fin de carrière de joueur, de repartir mais vers les instances dirigeantes, ou pas spécialement, ça s'est fait, on va dire, de manière fortuite? J'avais très envie de devenir éducateur et être directeur d'un centre de formation, c'était ce que je voulais faire. Ok. Et j'ai pris mon pied, sincèrement, à Dunkerque. J'ai pris mon pied, c'était fabuleux. Après, on m'a un peu poussé. C'était assez bizarre parce que j'étais très content du poste que j'avais. J'étais directeur du centre, donc je m'occupais de toutes les catégories, mais j'entraînais l'équipe réserve qui était en National 3. Et puis, on m'a un peu poussé à prendre la N1 quand Alex Dupont avait démissionné parce que les résultats n'étaient pas bons. Et là, il m'est arrivé un truc incroyable, c'est qu'on fait le premier match à l'extérieur, on gagnait 1-0. On reçoit Sedan, il y avait encore mon ami Bruno Metsu, malheureusement qui n'est plus sur cette planète, qui était entraîneur de Sedan. Et j'avais eu Bruno comme entraîneur à Rouen et on était restés de grands amis. On les reçoit, ils caracolent en tête alors que nous, on jouait le maintien et on les bat 3-0 à Tribu. Et on fait un déplacement et on fait un match nul. 4e match à domicile. Et les gens, ils se font des busines entraîneurs. Et moi, j'ai cru que j'avais trouvé la formule exacte. J'ai cru que c'était une science, le football, et que j'avais toutes les formules exactes de cette science. Et là, j'ai dit, bah ouais, j'y vais, quoi. Et là, je me suis emmerdé. J'aurais jamais dû y aller. Ouais. Jamais j'aurais dû faire ces 6 mois en tant qu'entraîneur parce que j'en avais pas forcément envie, pas à ce niveau-là. Et puis, j'avais pas envie de gérer des joueurs. J'ai récupéré un effectif. Il y avait trop de joueurs qui avaient fait la descente de Ligue 2 en National. Et ils étaient aigris, ils voulaient tous partir, ils n'avaient pas trouvé de club et tout. Et là, sincèrement, j'ai été dégoûté de ce rôle-là parce que c'était pas ce que j'aimais, quoi. Et puis après, quand le club a perdu le statut pro, j'avais un ami qui était agent dans le Sud. Il savait que moi, j'avais une maîtrise des sciences de gestion. Il me dit, Jean, moi, j'ai besoin de toi parce que la gestion patrimoniale, pour mes joueurs, c'est important. Tout ce qui est fiscalité, assurance, les joueurs, ils ne connaissent pas et moi, je ne connais pas. Et on s'était associés. Et puis finalement, l'association ne s'est pas super bien passée. C'est comme ça que j'ai passé la licence d'agent. Tu transitionnes magnifiquement. Fin d'aventure en 97 avec Dunkerque. Et du coup, il y a eu quelques années qui se sont écoulées avant que tu rejoignes le LOSC pour ce premier poste de directeur du recrutement. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, toi, de cette période en tant qu'agent de joueur? Et qu'est-ce que tu retires de ce monde-là? Parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses sur les agents, surtout aujourd'hui. On a l'impression que, enfin c'est pas qu'une impression d'ailleurs, on l'entend et ça nous est confirmé, que les agents ont la main mise des fois et peuvent mettre la pression sur les joueurs qu'ils ont entre guillemets sous leurs ailes. Ils peuvent intervenir aussi dans les contrats, etc. Il y a toutes ces choses-là, à prendre en compte. Est-ce que c'était un monde qui était déjà tel quel à ton époque, ou on va dire que c'était moins un milieu de requins que ça ne peut l'être aujourd'hui? À cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et alors moi, j'ai été parmi les premiers à passer la licence. Et surtout, tous les agents de l'époque, c'était majoritairement des anciens dirigeants de clubs qui avaient été présidents de clubs. Et moi, par exemple, celui que j'avais pris moi comme agent, c'était Bernard Quesnel, qui avait été président de Rouen. Donc, c'était, j'allais dire plus simple, pas forcément, mais il n'y avait pas de problème, quoi. Et en plus, moi, la façon dont j'ai abordé l'activité d'agent, je voulais me démarquer. Je ne voulais pas être agent de joueur. Moi, je voulais plutôt être agent de club. C'est comme ça que Lille m'a recruté, d'ailleurs. En gros, je vous explique. Moi, je voulais aller voir les clubs en leur disant, voilà, vous cherchez à quel poste et quel profil, quels moyens financiers vous avez pour payer en salaire et en transfert. Et de l'autre côté, vous voulez sortir qui? Et j'allais voir tous les clubs et ensuite, j'essayais de mettre en parallèle des profils qui pouvaient convenir. Donc, j'avais plus une envie d'être agent de club que d'être agent de joueur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, les dossiers que j'ai faits, j'avais mis beaucoup d'entraîneurs au Qatar
Parce que j'avais une personne sur Cannes qui un jour m'appelle en me disant, j'ai vu sur la liste de la fédération que vous étiez agent de joueur. Oui, moi j'habitais Nice à l'époque. Il me dit, moi j'habite Cannes, est-ce qu'on peut se voir? Finalement, c'était le responsable de la sécurité de Dubaï. Ok. Et il me dit, et j'ai des amis qui sont au Qatar et qui cherchent des entraîneurs, est-ce que ça vous intéresse de les rencontrer? Et j'ai rencontré le directeur du comité olympique du Qatar, avec qui j'ai sympathisé, et il m'a fait confiance. Et donc, je lui ai donné des noms d'entraîneurs qui étaient sur le carreau en France pour qu'ils les prennent. Et à l'époque, il y a eu une pléiade d'entraîneurs français qui sont allés là-bas. Tu as des noms, par exemple, à nous donner? Ouais, il y avait Bruno Metsu, il y a eu Pierre Lechantre, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y en a eu pas mal. Il y a eu Alex Dupont aussi, qui est parti là-bas. Je crois qu'il y a eu Dussuyer qui est parti là-bas. Je ne sais plus encore. Et d'ailleurs, dans cette activité, j'étais allé voir le club de Lille qui jouait à Nice. Ouais. Et là, je rencontre Claude Puel avec qui j'avais joué en équipe de France Espoir une fois. Et je lui dis, Claude, tu veux sortir quel joueur et quel profil tu souhaites? Et là, il me dit au préalable, trouve-moi un bon directeur sportif. Et il me dit, en fait, ce n'est pas un directeur sportif que je cherche, c'est plutôt un directeur du recrutement. Et à l'époque, directeur du recrutement, ça n'existait pas. Il y avait des directeurs sportifs dans tous les clubs, mais des directeurs du recrutement, ça n'existait pas. Alors je lui dis, explique-moi ce que tu attends de ce directeur du recrutement. Et là, il y a Xavier Tulot qui arrive, qui était directeur général de Lille. Il me connaissait un peu. Et il me dit, en fait, on cherche un profil comme toi. Toi, tu es ancien joueur, tu as entraîné un peu les jeunes, tu as entraîné les pros. Là, tu es agent, tu connais la négociation. Tu dois avoir un réseau sûrement. Ça ne t'intéresse pas, toi? Moi, sur le coup, je leur dis non, je suis agent, non, ça ne m'intéresse pas. Okay. Il me dit écoute, trouve-nous quelqu'un qui a ce profil. Je rentre à la maison, je réfléchis un peu et ma femme, elle me voit un peu pensif, elle me fait qu'est-ce qui se passe? Je dis écoute, Lille, ils m'ont fait une proposition sans trop me la faire et voilà. Et je lui explique. Et elle me dit mais vas-y, t'en meurs d'envie. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, je sens bien que tu es orphelin du monde du foot, il te manque quelque chose. Et agent, aujourd'hui, elle me dit, c'est bizarre, mais je ne te vois pas agent de joueur. Okay. C'est bizarre ce que tu me dis. Elle me dit, vas-y, fais un dossier et présente-toi. Et je me suis présenté et j'ai été retenu. Voilà comment je suis devenu directeur du recrutement. Merveilleux. T'es le roi sur les transitions pendant cette émission, sache-le. Non, il y a tout qui s'enchaîne bien. On va en profiter du coup. Donc, tu es arrivé à Lille en 2003. À cette époque, donc, il y avait Claude Puel. Pour les profanes, est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement, même si ça peut paraître évident comme ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste en fait le rôle de directeur du recrutement? On doit gérer une cellule de recrutement dans laquelle il y a quelquefois 2 mecs, ça peut être 10, ça peut être, par exemple en Angleterre, il y a des cellules de recrutement, il y a 30 recruteurs, ce qu'on appelle des scouts. Et le directeur, il est chargé en fait de collecter auprès du club déjà quelles sont les ambitions du club, quels sont les moyens à disposition de la cellule de recrutement pour payer les joueurs et pour les acheter éventuellement. Et puis ensuite, c'est très proche du coach pour savoir dans son équipe quels sont les points qu'il aimerait améliorer et quels sont les joueurs qu'il aimerait sortir éventuellement qui ne lui servent pas, quoi. Donc voilà, et ensuite, il faut mettre un réseau en place. Et puis, il faut cibler des compétitions, des championnats pour aller superviser des joueurs et pour essayer de trouver, en fonction justement des postes et des profils qui ont été définis dans un budget bien précis, essayer de trouver l'oiseau rare. D'accord. Alors toi, tu arrives au LOSC dans une période où le club sert à ses supporters des performances assez moyennes. La saison pendant laquelle tu arrives, à l'issue de cette saison-là, le club termine 14e, d'ailleurs juste devant le Stade Rennais en plus. À ton arrivée, quels ont été les objectifs qu'on t'a fixés? Et c'était quoi les objectifs du club on va dire à moyen terme? Qu'est-ce qu'ils attendaient de toi, et est-ce qu'ils attendaient de toi que tu vraiment, peut-être pas propulses le projet vers le haut, mais en tout cas, tu avais une place intégrante très importante, j'imagine, dans le projet du club. Qu'est-ce qu'on t'avait demandé? C'est simple, dans tous les clubs, je dis bien dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, la première chose qu'on m'a demandé, c'était de dégager tous les gros salaires. Ok. Parce que sur les derniers mois des saisons précédentes,
les clubs au niveau sportif avaient été très décevants. Donc, les dirigeants et les supporters étaient déçus. Donc, il fallait sortir les gros salaires et repartir en amenant des joueurs équivalents, mais avec des salaires beaucoup plus faibles et si possible avec des joueurs libres ou des petits transferts. Et puis aussi, et c'est souvent comme ça que les clubs qui sont en difficulté financièrement se sauvent, de regarder dans le centre de formation quels sont les joueurs qui présentent un potentiel pour très vite intégrer l'équipe pro. D'accord, ok. Voilà. Et sinon, c'était jouer le maintien. Ouais. Alors, toi, depuis ton arrivée jusqu'en 2011, il y a eu une réinstallation progressive du LOSC dans le haut tableau de Ligue 1 jusqu'à ce fameux doublé en 2010-2011, si je ne dis pas de bêtises sur les dates. Oui, ça a été quoi ton sentiment, toi, lors de cette consécration-là? Ça a été l'apothéose parce que en plus, on avait fait un gros travail au niveau du recrutement avec mes scouts. Parce que ça aussi, le recrutement, il ne faut pas oublier que lorsqu'un club prend une décision d'engager un joueur, ce n'est pas le directeur du recrutement qui prend la décision tout seul. C'est une décision collégiale. Moi, quand je lis et quand j'entends quelquefois Buisine s'est planté, ça me fait rire d'entendre ça. Parce que quand on fait signer un joueur, il y a le médecin qui s'engage, il y a le service juridique qui s'engage, il y a le service financier, il y a le président, il y a l'entraîneur, il y a les scouts, tout le monde s'engage quand on fait signer. C'est un club qui fait signer un joueur, ce n'est pas une personne. Et moi, ça me fait rire quand j'entendais ça. Sinon, ta question, c'était… C'était de savoir justement, c'était quoi ton sentiment, toi, lors de cette consécration-là et ce qui vous a amené jusque-là. Je pense que tu as dû avoir un sentiment où tu es arrivé là où c'était plutôt moyen en termes de performance et sur le long terme, parce que oui, on peut parler de long terme, là pour le coup 8 ans c'est du long terme. Il y a une consécration, tu le disais, c'est une consécration. Il y a eu une montée progressive en fait. Ouais. Petit à petit, j'ai réussi à convaincre le coach Claude Puel de faire confiance à la cellule recrutement. Et Claude très vite nous a fait confiance. Et on a pris des joueurs qu'il ne connaissait pas. On est allé chercher un Kader Keita au Qatar. Et quand j'ai dit à Michel Sédou, le président, on va chercher un joueur au Qatar, il m'a regardé bizarre. Il me dit, mais il y a du foot au Qatar. Il ne savait pas qu'il y avait du foot au Qatar. Il se demandait ce qu'on allait chercher là-bas. D'ailleurs, ça c'est une anecdote que j'aurais pu raconter tout le temps. Sur les 6 premiers mois de Kader Keita, on l'a acheté 2 millions de… Je peux en parler maintenant parce que je suis plus au contrat avec lui. On l'avait acheté 2 millions de dollars. Écoutez bien l'anecdote. On l'achète 2 millions de dollars. Au bout de 6 mois, Kader, il ne s'adapte pas, mais alors pas du tout. Là, je me fais allumer par tout le monde, les supporters, la presse et tout. Et je vais voir un match à Lille et à la mi-temps, je remonte pour reprendre mon siège et là, je croise le président. Il m'attrape le bras puis il me fait la Keita, vous me la referez à 2 millions de dollars parce qu'on n'avait pas d'argent. Ouais. Okay. On l'a vendu 2 ans après, 20 millions d'euros. Et le président m'avait dit, vous me la referez la Keita. J'ai dit, oui. Donc, mais enfin, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, quand on fait un doublé comme ça, c'est l'apothéose parce que j'en ai encore des frissons là, on a vécu à Lille avec les supporters dans la ville pendant des semaines, encore après ce titre. Ça s'est surtout manifesté avec la Coupe de France derrière, surtout. Hein. Ouais. Et c'est un truc de fou quand on dit ça, c'est surtout dans ce club, parce qu'on était parti de rien. On était parti, on jouait au stadium. Le camp d'entraînement, on était dans des batiloques. Les terrains, ils étaient en construction. On n'avait rien. On n'avait pas de moyens. Et petit à petit, avec les ventes de joueurs, on a construit Luchin, qui est devenu un centre d'entraînement exceptionnel. Et puis maintenant, ils ont le grand stade. Mais à l'époque, on est parti de très, très loin. Et petit à petit, on a réussi à construire une équipe. On a réussi aussi, on a eu un président qui était intelligent. Par exemple, Eden Hazard, on aurait pu le transférer bien avant qu'il parte à Chelsea, un peu moins. Au lieu d'avoir les 50 millions d'euros, c'était peut-être 20. Mais il a accepté de faire des efforts au niveau du salaire pour qu'on puisse garder Eden 1 an, voire 2 ans de plus. Et avec Eden, on devient champion de France. Si on ne l'a pas, parce que l'année où on devient champion de France, il est magique. Si on ne l'a pas, je ne suis pas certain qu'on soit champion. Mais là, le président avait compris qu'il fallait le garder. Oui, évidemment, compte tenu du potentiel du monsieur. Ouais. Justement, tu nous parles là de choses qui sont extrêmement positives. Tu as quitté le club de Lille dans la foulée du sacre, du doublé.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'ai été travailler en interne. On a découvert en interne, ça faisait un moment qu'on cherchait. On avait une taupe qui balançait des informations sur le recrutement, c'est difficile, hein, je le rappelle. Et on avait une taupe qui balançait à la presse. Les rumeurs, etc., les profils ciblés? Voilà, exactement. Okay. Et ça, pour moi, c'était insupportable. Et j'ai découvert que c'était quelqu'un d'important du club. Donc, j'ai décidé de partir. Je ne vais pas balancer son nom. Ouais, je m'en doute. J'essaye. Hein. Mais pour moi, c'était insupportable. C'était haute trahison et ça, je ne pouvais pas rester. De toute façon, c'était simple. C'était ou lui ou moi. D'accord. Ou je restais au club, il partait, et c'est ce que j'avais dit au président. Ouais, c'est ça. Je dis, voilà, vous faites un choix. Mais moi, je ne peux plus travailler avec ce mec-là. D'accord. Ok. Tu as vécu un intérim de 2 ans avec l'ASM après ton départ de Lille. Donc tu les as rejoints dans la foulée, en juillet 2011. Et puis tu n'es pas resté très longtemps à Monaco. Alors ce que j'ai pu lire, c'était que c'était notamment dû à l'arrivée des investisseurs russes. Tu aurais pu avoir un sentiment d'être éclipsé. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu nous expliquer pourquoi ça s'est pas éternisé, pourquoi ça n'a pas duré avec Monaco? Alors, quand je quitte Lille et que je démissionne, normalement, je devais signer à Paris Saint-Germain avec Leonardo qui était en instance. D'accord. Il était en train de signer. C'était son agent qui m'avait appelé, qui avait vu dans la presse que j'avais quitté Lille. Et il m'a dit, surtout, ne t'engage pas trop vite parce que Léo vient, je lui ai parlé de toi, il va te prendre. En fait, Leonardo, il a mis presque 2 mois à signer son contrat. Moi, au bout d'un mois, je me suis retrouvé sans rien. Je ne sais pas trop quoi faire. Et puis, j'avais un ami qui était avocat. Donc, j'avais monté aussi un dossier à l'époque. Et il s'est avéré qu'il y a un moment donné, il me dit, moi, j'ai mon associé. C'est l'avocat du Prince Albert. Ils viennent de descendre en 2e division. Et Albert voudrait te rencontrer. Je dis, ouais, mais ils sont en 2e division, quoi. Je dis, moi, franchement... c'est pas le projet qui intéresse quand on sort de Lille. Ça ne m'intéresse pas, voilà, exactement. Et là, il m'a dit, tu veux pas le rencontrer? Je dis, écoute, moi, rencontrer le Prince Albert, pourquoi pas? Il m'organise un rendez-vous à Paris. Et là, on a eu un super échange. Il a été très touchant. J'ai vu que c'est vraiment... Et il m'a simplement demandé, il me dit, écoutez, venez, juste, je vous demande juste de m'aider. On est dans une situation très délicate au niveau financier. Il y a un gros trou financier à l'ASM. Il me faut quelqu'un qui me nettoie tout. Et il faut essayer de remonter. Mais j'ai des investisseurs qui sont derrière. Mais il faut que les comptes soient à zéro. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vous en supplie. Et là, j'ai longuement hésité. Après, je ne vais pas vous le cacher, il m'a proposé un contrat qui était intéressant. J'allais en 2e division, mais je gagnais le double de ce que je gagnais à Lille. Donc, à un moment donné... les moyens ne sont pas les mêmes non plus. Hein. Voilà. Et finalement, je décide d'y aller. On fait le ménage. Et puis, le problème, c'est que très vite, les Russes arrivent. Ils arrivent avec un wagon de joueurs. Mais quand on refait un effectif comme celui-là et qu'on change trop de joueurs, la sauce ne le prend pas. Bien sûr. À la trêve, on est dernier. Et là, c'est compliqué. Et moi, il m'avait mis au placard. Okay. Et petit à petit, ils me disent, bon, l'équipe, elle ne va pas très bien. Tu peux peut-être nous aider. Il nous faut un avant-centre. Est-ce que tu connais un avant-centre quelque part? Et là, je leur dis, moi, j'en connais un. Il joue aux Émirats Arabes Unis. Il s'appelle Touré, Ibrahima Touré. Là encore, les Russes me disent, mais tu vas chercher un joueur aux Émirats pour nous renforcer. Combien il te faut? Je leur dis, voilà, vous me donnez autant. Et pour le salaire du joueur, voilà, ce sera autant. Je vais voir le coach, qui était Marco Simone. Et Marco, il me dit, moi, Jean-Luc, je te fais confiance. Si tu me dis que c'est le... Et on est allé chercher Ibrahima Touré là-bas. Okay. Et là, pareil. Et les premiers matchs qu'il fait, c'était un désastre. Il joue un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là. En interne, tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est que ce clown? Et puis finalement, il finit premier buteur du championnat. Et on termine 5e. Et l'année suivante, il finit 2e buteur du championnat et on remonte. Et vous remontez en Ligue 1. Ok. Et ensuite, donc je suis donc à Monaco. On fait le recrutement pour la saison suivante, c'est-à-dire on a dépassé en première division. Donc tous les Kondogbia, Moutinho, Falcao, Fabinho,
Subasic, Raji, tout ça, c'est ma cellule de recrutement qui les recrute. Et d'ailleurs, l'année suivante, ils deviennent champions. Oui. Et là, je reçois un coup de fil de monsieur de Saint-Cernin et qui me dit, voilà, je suis le président du Stade Rennais. Monsieur Pinault m'a demandé de vous appeler. Alors, son approche, elle avait été très particulière. Il me dit, je suis un grand ami de Pierre Dréossi. Monsieur Pinault vient de le virer. Ça me fend le cœur. Mais voilà, on m'a dit de venir vous voir et de vous demander si vous seriez intéressé. Mais il faut que je vous dise que mon ami, c'est Pierre Dréossi. Sur le coup, ça, je suis un peu surpris de son approche, quoi. Et je lui dis, écoutez, ok, j'ai compris. Et tellement surpris de son approche que je me dis, bon, ils ne vont pas donner suite. 48 heures après, là, j'ai Hubert Guidal qui m'appelle et qui me dit, est-ce que M. Dessin-Cernin vous a appelé? Je dis, oui. Et alors, comment ça s'est passé? Bon, j'ai dit, écoutez, c'était très bizarre l'approche. Et je lui explique. Bon, alors, il me dit, M. Pinault va vous appeler. Je reçois un appel. Et là, on m'explique ce que M. Pinault veut faire. Et là, le projet, c'était un peu ce que j'avais fait à Lille, c'est-à-dire qu'il fallait sortir tout. Donc, il n'y avait plus de moyens financiers. Il y avait un trou financier aussi. Il fallait sortir tous les gros salaires et repartir avec des joueurs qui coûtaient beaucoup moins cher et puis éventuellement faire de nouveau la promotion du Stade Rennais. Et là, le Stade Rennais savait faire puisqu'ils ont toujours sorti de très bons jeunes joueurs avec le centre de formation. Et voilà comment je suis arrivé au Stade Rennais. D'accord, avec l'objectif du coup, tu viens de leur dire, similaire à ceux de Lille, sortir les gros salaires et puis essayer de reconstruire quelque chose progressivement. C'était finir tous les ans à minima dans les 10 premiers, l'objectif qui m'a été demandé tout au long de la période que j'ai passée à Rennes. Et c'était de maintenir le budget qu'on m'avait donné et essayer de rentrer si possible de l'argent. Et de l'argent, on en a rentré, parce que sur les transferts de NT, on en a transféré beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait comme joueur à l'époque? Tu as fait rentrer de l'argent sur Dembélé? Alors, il y avait Ousmane Dembélé, il y avait Bakayoko, Doucouré. Il y a beaucoup d'argent qui est rentré sur Bakayoko? Il y a 5 ou 6 millions? Oui, par rapport, oui, non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, je suis tellement pris par les énormes montants aujourd'hui. Oui, non, c'est vrai. Mais à l'époque, Diakabi, par exemple, on prend 10 millions. Oui, complètement. Ouais. Sur Grosicki, on prend 9 millions. C'est vrai. Personne a payé 350 000. Oui, tout à fait. Ce sont pas des plus-values négligeables, c'est clair. Ah oui, non, on a rentré beaucoup d'argent et puis le club s'est toujours maintenu dans les 10 premiers. Oui, c'est vrai. Mais alors du coup, en fait, il y avait plus... alors c'est souvent la réputation qu'a collé au Stade Rennais, cette réputation de club un peu qui ronronne, qui n'a pas spécialement de projet sportif incroyable, aller chercher la Coupe d'Europe de manière régulière comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, les moyens n'étaient pas les mêmes. Mais est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu as constaté dès le début? C'est un peu implicite, ça va être certainement... Enfin, la réponse est implicite parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y avait volonté de se maintenir dans les 10 premiers et d'avoir une politique économique stable. Donc en soi, le but était que le Stade Rennais, qui est une entreprise, le reste et tourne gentiment sans qu'on passe dans la catastrophe avec la deuxième partie de tableau. C'est ça. Et moi, j'étais pas au club à l'époque, mais apparemment, d'après ce qu'on m'avait expliqué, l'actionnaire remettait tous les ans beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, si l'actionnaire est riche, c'est aussi parce qu'il s'est compté. Donc, à un moment donné, il doit mettre un roulard en disant, bon, maintenant, il faut peut-être arrêter. Si c'est surtout que quand j'étais arrivé, le discours qui m'avait été tenu, c'était sur les 6 derniers mois de championnat, l'équipe avait quasiment fini 19e. Donc là, il m'avait dit, avec le budget qu'on a, on ne peut pas jouer encore juste le maintien, quoi. Il faut au moins terminer dans les 10 premiers. Et voilà l'objectif qui m'avait été demandé d'atteindre à l'époque. D'accord. Pendant ton aventure rennaise, tu as connu beaucoup de changements, notamment au poste d'entraîneur. Tu as connu Philippe Montagnier, tu as connu Roland Courbis, Christian Gourcuff, Sabri Lamouchi et puis jusqu'à ton départ, Julien Stéphan. Quelles ont été les relations que tu as entretenues globalement avec chacun d'entre eux? Et par la suite, en fait, comment fonctionne la relation directeur du recrutement avec l'entraîneur principal, que ce soit sur la question du ciblage des profils, les observations, l'accord définitif, la signature du joueur, etc. C'est quoi un petit peu tout le process du responsable recrutement et quelle importance a le coach et quel mot est-ce que il y en a un qui tranche un peu à la fin? Comment ça fonctionne?
on fait des réunions avec tous les garçons de la cellule. Ok. Et le coach et ses adjoints. Vous étiez combien dans la cellule de recrutement à Rennes? À l'époque, je crois que j'avais... on était 3 et moi, on était 4 au total. Ça représente quoi? C'est pas énorme. C'est pas énorme, on est d'accord. Non, c'est pas énorme. Non. Une bonne cellule de recrutement aujourd'hui, il faut compter entre 8 et 10 gars quand même. Mais il y avait peut-être aussi une volonté du club de ne pas axer à fond sur la cellule de recrutement parce qu'un centre de formation qui sort beaucoup de profils intéressants. Exactement, voilà, c'est ça. Et alors du coup, comment ça fonctionnait justement? Voilà. Donc on faisait ces réunions avec tout le monde. Et là, on faisait un état des lieux. Le coach présentait son équipe en disant, voilà, j'ai 2... Alors, bien sûr, souvent, les postes sont doublés. Il nous disait, voilà, moi, je veux jouer dans tel système. L'organisation, c'est ça. Et si j'ai tel joueur, le numéro 1 me plaît, le numéro 2, c'est insuffisant. Il ne pousse pas le numéro 1, il faudrait trouver un numéro 2. Parce que là aussi, au niveau du recrutement, il faut préciser que quelquefois, on ne cherche pas forcément un numéro 1. Quelquefois, on cherche un numéro 2 pour pousser un peu l'autre. Mais on va chercher un garçon qui est libre ou qui est pour lequel on paye un tout petit transfert, juste pour pousser le numéro 1 à ce qu'il soit tout au long de la saison un peu plus régulier. Voilà. À partir de là, le coach définit donc les postes qu'il veut améliorer et les profils qu'il veut. Nous, quand on a ça, on va voir les dirigeants ensuite. On leur dit, voilà, il veut un avant-centre, le coach, et il veut un avant-centre buteur. Et là, le président, un avant-centre buteur, si on va le chercher, si on doit le payer, c'est à minima entre temps et temps. Et en salaire, ça va être entre temps et temps. On peut faire ou on ne peut pas faire. Là, le président, souvent, il nous dit, allez revoir l'entraîneur et allez lui demander des noms. Alors là, on retourne voir l'entraîneur et on lui dit, dans l'idéal, quel joueur tu voudrais? Donne-nous 1, 2, 3, 4 et 5 noms. Voilà, on descend comme ça. C'est ce qu'il fait. Nous, ensuite, on se renseigne sur les 1, 2, 3, 4, 5 et on met les salaires que ces joueurs-là ont ou souhaiteraient et voir quels sont ceux qui pourraient être libres ou pour lesquels il y aurait un transfert à payer et de combien. Et là, on reprend le dossier, on va voir le président, on lui dit, voilà, le coach, il veut un avant-centre. Il en a couché 5 sur la liste et nous, on les valide parce qu'on les connaît. Ils ont le niveau Ligue 1, ça va jouer. Quelquefois, on peut dire, nous, celui-ci, on n'est pas d'accord. Tu as des noms, par exemple? Sur les joueurs qu'on a écartés? Ouais. Ça date, j'ai plus vraiment de nom maintenant, mais je sais qu'à Lille, par exemple, à Lille, ça avait fait débat sur Pedretti, par exemple. Ok. Le coach le voulait et nous, à la cellule de recrutement, on n'était pas convaincus du profil. Non, voilà. Et t'as eu des profils comme ça à Rennes qui... où c'était... à Rennes, sur les profils que les entraîneurs nous proposaient, c'était souvent des profils de joueurs qui étaient... Qu'est-ce que... J'essaie de me remémorer avec les entraîneurs que j'ai eus. Est-ce que tu as un entraîneur qui a déjà eu une demande ou un ciblage de profil que tu as considéré comme particulier ou en fait dans le sens un peu démesuré par rapport à la stature du club et par rapport à la stature du joueur en lui-même? Par exemple, Toivonen à Rennes. Je vais vous expliquer comment ce dossier il est arrivé. On va voir le coach, on lui demande de nous dire quel joueur éventuellement il aimerait avoir. Et puis dans la discussion, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est un de ses adjoints qui me dit, nous on avait joué, ils étaient à Valenciennes et ils avaient joué contre Toivonen. Et là Philippe me dit, Montagnier me dit, tiens, Toivonen, super joueur. Moi, Mino Raiola, c'était un ami. Je lui dis, Toivonen, ça t'intéresserait de l'avoir? Oui, il me dit, oui, évidemment. Ok, je vais voir le président. Je dis, écoutez, Toivonen, c'est un gros dossier. Je dis, il est dans un gros club, mais il ne joue plus. Il y a peut-être un truc à faire, un prêt. Il me dit, écoutez, c'est votre job, allez-y. J'appelle Mino. Mino me dit, il faut que tu viennes avec moi aux Pays-Bas, on va voir ce qu'on peut faire. On est allé là-bas, il me dit, mais tu dis rien, tu me laisses faire. Il me dit, parce que le club, je connais bien le directeur sportif, j'ai fait beaucoup pour lui, il me doit quelque chose. Et toi, comme tu es mon ami, tu ne bouges pas, parce qu'il ne te connaît pas. Et c'est ce qu'on a fait. Et Mino, il m'a traité le dossier là-bas.
mais de A à Z. Et finalement, on a réussi à avoir Ola Toivonen à Rennes. Alors, il n'a pas été des plus performants, c'est pas le meilleur souvenir. Bonne première demi-saison. Ouais, voilà, exactement. Mais ça avait été un désir de coach, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, tu es en train de me dire que Mino Raiola a fait venir Ola Toivonen à Rennes. C'est vrai. Sans l'intervention de Mino Raiola, je ne sais pas si moi, tout seul, j'arrive à convaincre le joueur. Son club et Ola de venir au Stade Rennais. Incroyable. Et donc, du coup, c'est quoi, par exemple, bon, là, c'est passé par un intermédiaire, mais du coup, c'est quoi le processus, en fait, de recrutement? Vous étiez 4, là, dans la cellule, à l'époque, au Stade Rennais. Comment est-ce que ça fonctionne sur la prospection des profils? Comment est-ce que vous répartissez le travail? Est-ce que vous avez des championnats prioritairement ciblés? Comment ça fonctionne? On a deux périodes, en fait. Quand on fait, par exemple, quand arrive la fin du mercato d'été, on laisse un peu de temps au coach de bien analyser son effectif. Et nous, on se donne 3 mois où là, on part uniquement en prospection pour essayer de voir si dans un championnat, il y a un joueur qui pointe le bout de son nez, qui commence à jouer, qui est intéressant, et les analyser et surtout les répertorier. Voilà. À l'époque, les datas n'existaient pas. Donc, il fallait qu'on voyage beaucoup. Et ensuite, dès qu'on a répertorié des garçons qui nous semblent intéressants, on en parle entre nous, on croise les infos et on va tous les voir. Et derrière, quand le coach a fait l'analyse de son effectif au bout de quelques mois, là, il a défini les postes et les profils. Et si on a trouvé un joueur qui correspond, on lui présente. Et là, quand on lui présente, on lui montre les rapports. Et il y a des analystes vidéo qui font des montages et qui montrent le profil. Alors, quelquefois, si ce sont des joueurs français, c'est facile parce qu'ils jouent entre eux et peut-être qu'ils ont joué contre lui, donc ils le connaissent bien mieux. Quand ce sont des joueurs étrangers, c'est quelquefois un peu plus compliqué parce que il faut faire des montages pour montrer les qualités et les défauts du joueur. Il faut que les montages soient bons parce qu'il faut vraiment qu'à la sortie d'un visionnage, le coach puisse nous dire pourquoi pas. Je sens à quoi il ressemble. Ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas, quoi. Ok. Je profite du coup de cette petite de cet aparté et de ce point en fait sur les montages vidéo, etc. Par rapport à la méthode de recrutement qui a évolué, notamment aujourd'hui, ce sont des choses qui font quand même beaucoup débat. Que ce soit sur les plateaux télé sportifs ou même sur les réseaux sociaux. Tu me vois peut-être venir, l'utilisation de la data. Il y a Toulouse qui utilise ça merveilleusement bien, on peut le dire du coup, et ça parle pour eux avec ce succès notamment en Coupe de France. C'est une saison qu'ils réalisent qui est tout de même assez intéressante avec des profils qui sont pas forcément parmi les plus connus. Quelle est ta vision sur le recrutement via la data? Est-ce que tu considères qu'on peut baser moi j'ai ma réponse, mais est-ce que tu considères qu'on peut baser tout le recrutement sur une data ou principalement sur une data, ou est-ce que c'est quelque chose qui toi ne te convient pas spécialement? Est-ce que tu l'utiliserais aujourd'hui? Non. D'accord. Non, moi ça me convenait pas parce que je trouve que rien ne remplace le déplacement sur place pour vraiment analyser le joueur sur plusieurs matchs. Et puis, il faut le suivre sur une longue période pour limiter les risques. Et là, je sais que les datas, en plus, il ne faut pas que je sois hypocrite. Moi, aujourd'hui, je collabore avec une data où on essaye de mettre en corrélation les résultats d'une équipe et les performances d'un joueur pour essayer de définir quels sont les joueurs qui sont réellement influents sur un résultat, positif ou négatif d'ailleurs. Donc là, depuis presque un an, je collabore avec eux pour essayer de mettre ça en place. Ce sera ou un logiciel ou une application qui pourra servir les clubs de façon à ce qu'en interne, à l'instant T, ils vont pouvoir définir quels sont les joueurs qui sont importants dans l'effectif lorsque l'équipe gagne et quels sont les joueurs qui aussi sont importants lorsque l'équipe elle perd. Et ça, quelquefois, j'ai repris une expression qui ne plaît pas tellement, mais
il y a ce qu'on appelle des joueurs Canada Dry. Ça ressemble à des bons joueurs, mais ça n'en est pas. C'est Canada Dry, ça ressemble pas à mauvais, le Canada Dry. Voilà, exactement. Mais voilà, c'est ça. C'est pour éviter un peu ça. Et aujourd'hui, les data, elles se développent beaucoup. Moi, je sais qu'à Saint-Etienne, ils partent aussi là-dessus. J'étais à Saint-Etienne sur les 2 dernières années. Ouais. À Toulouse, tu en as parlé, ils sont dessus. Et je sais qu'à l'étranger, dans beaucoup de clubs, il y a des data, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a quand même je suis allé à Francfort, par exemple. Francfort, c'est une armée. Ils ont un directeur sportif, ils ont un directeur du recrutement, ils ont un responsable au niveau des montages vidéo où ils ont 5 personnes. Ils ont 20 scouts qui tournent dans le monde entier. Et aujourd'hui, ils ont des résultats. Et au niveau du recrutement, on voit qu'ils sont efficaces, quoi. Ouais. Et alors toi, tu as un réseau de toute façon dans le recrutement nécessairement. Est-ce que tu as des retours ou une espèce de pensée générale qui s'oriente plus vers la data ou justement plus vers le scouting physique? Est-ce que c'est quelque chose qui fait clivage, vraiment clivage à l'intérieur du milieu du recrutement ou pas spécialement? Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, et j'étais dedans, ça a considérablement modifié la façon de travailler la data. Avant, on arrivait à faire des coups. Pourquoi? Parce qu'on était courageux et on voyageait et on était à un endroit avant les autres. Maintenant, n'importe quel joueur, un Islandais qui a 18 ans, qui fait ses premiers pas dans un match, mais une demi-heure après le match, tout le monde a les images, tout le monde sait qui c'est. S'il a été performant, tout le monde a les images. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il fallait vraiment beaucoup voyager, beaucoup se déplacer pour aller les voir, les joueurs. Il fallait suivre des tournois internationaux, il fallait suivre des compétitions, il fallait vraiment bouger. Là, aujourd'hui, je vois qu'il y a des mecs qui ne bougent pas de leur bureau. Pas de leur bureau. Voilà, ils font que de la vidéo, ils regardent. Et puis, bon, apparemment, je dis bien apparemment, ça marche pour le moment. Après, il faut voir. Bon. D'accord. Pas convaincu par la data de ton côté. Pas principalement, en tout cas. Moi, non. D'accord. Ok, ça marche. Je vais revenir un petit peu du coup sur ta période rennaise à nouveau et sur les profils que tu as pu ramener. Il y a divers et variés, de nombreux profils qui ont rejoint le Stade Rennais. Certains qui ont donné lieu à réussite, d'autres absolument pas. Il y a un exemple assez marquant qui revient beaucoup dans la communauté et il y a beaucoup de personnes qui m'ont justement alerté là-dessus et qui voulaient te poser la question. L'exemple marquant, c'est celui de Kermit Erasmus, sud-américain qui est arrivé du club d'Orlando Pirates, club d'Afrique du Sud. Comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de la cellule de recrutement quand on a le profil d'Erasmus à étudier? Déjà, comment est-ce qu'on repère le profil de Kermit Erasmus et qu'est-ce qui vous fait vous dire qu'il faut investir sur ce profil-là? On cherchait à l'époque, je crois que le coach était Roland Courbis, on cherchait à l'époque un complément d'effectif. Ok. Voilà, donc on a regardé un petit peu quels étaient les joueurs qui étaient en devenir et on a appris qu'il y avait un joueur en Afrique du Sud qui était en train de flamber et il était à 2 doigts de rentrer en équipe nationale. Donc là, on s'était dit, bon, ça peut être intéressant d'aller le voir. Moi, je suis allé sur place le voir 2 fois. Sur les 2 matchs que j'ai vus, je lui trouvais certaines qualités, mais c'était pas le monsieur plus. Mais comme on cherchait un complément d'effectif, pas un numéro 1, au tarif auquel il était, ça rentrait tout à fait dans les cordes. C'était quelqu'un qui aurait pu pousser tous ceux qui étaient encore au club, parce que quand lui il est arrivé, il y avait quand même des attaquants au club qui étaient performants. Je me souviens aussi il y avait eu Silvio Romero qu'on avait fait venir. Exactement. J'allais te poser la question justement, profil un peu similaire. C'était pareil. Lui, il commençait à flamber en Argentine. On commençait à parler on le comparait à Lavezzi qui était à Paris Saint-Germain. Donc là, on va le voir sur place. Quand on va le voir, il marque des buts, mais dans son championnat. La difficulté aussi qu'on a au recrutement, c'est de transposer un joueur dans son championnat, dans le nôtre. Exactement. Le championnat français, il est très compliqué pour des attaquants. Il est très, très relevé. Regardez tous les attaquants qui sont passés. Et moi, je me souviens de Rai. Rai qui a été l'idole de Paris Saint-Germain. La première année, mais c'était un zombie. Et tout le monde le mettait mina parce que tout le monde disait qu'il n'avait pas le niveau. En fait, il avait le niveau. Moi, tout à l'heure, je parlais de Romero.
Ce qu'il fallait intégrer aussi, c'est que Romero, quand on le fait venir, il y a dans l'équipe, il y a Ntep, il y a Toivonen, il y a Grosicki, il y a Pedro Henrique en tant qu'attaquant, il y a Wesley Saïd, il y a Adrien Hunou et il y a Nelson Oliveira. Il y a du monde. Hein. Tout à fait. Il y a du monde. Donc, il ne s'est pas imposé. Bon, il avait joué contre Saint-Etienne. Il a marqué doublé sur une belle galette de Romain Alessandrini d'ailleurs. Ouais, exact. Ouais. Mais le profil ne suffisait pas au coach. Quoi. Ouais. À la limite, le coach, il aurait plus voulu un joueur de profondeur à cette époque, dans l'axe, plutôt qu'un finisseur. D'accord. Donc, après, il est parti au Mexique, il a marqué des buts. Donc, en fait, c'est un profil où, on va dire, l'erreur, si on peut parler d'erreur, ça a été d'avoir des difficultés à transposer les deux championnats et de se rendre compte, même si on ne s'en rend certainement pas compte sur le moment T, que Afrique du Sud et championnat de France, c'est pas du tout le même niveau. Et après, il y a aussi le contexte dans le club dans lequel le joueur évolue qui fait énormément de choses. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que je connais personne sur le marché des recruteurs qui ait fait 100% de réussite. Bien ça sûr. n'existe pas. Ouais, tout à fait. Ça n'existe pas. Après, quand on a des moyens, c'est différent. Moi, j'ai eu des moyens à Monaco. C'est plus facile d'aller chercher Falcao. Hein, tout à fait. Parce qu'on sait où il est et on sait qui c'est. Quand on n'a pas de moyens, c'est pas pareil. Hein. C'est moins évident. Justement, on parle un petit peu de beaux noms. Il y a certains dossiers qui sont toujours restés un peu flous dans les mémoires rennaises, à l'image de celui de Martin Odegaard, qui aujourd'hui est à Arsenal, qui performe à Arsenal. On parlait de lui au Stade Rennais à l'hiver 2016-2017. À l'époque, il était au Real Madrid. Il avait été annoncé pour s'engager en prêt avec le Stade Rennais. Il était même venu d'ailleurs assister à un match au Roison Park entre Rennes et Saint-Etienne. Et au final, retournement de situation de dernière minute, Norvégien recalé, selon la presse, par Christian Gourcuff, aspect technique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi Martin Odegaard n'a pas signé au Stade Rennais? Ça, c'est faux. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. D'accord. On arrête notre dévolu sur Odegaard et puis on cherchait encore un jeune en prêt. Ok. On le présente à Christian et Christian valide. Christian trouve que le joueur est intéressant. Je vais à Madrid plusieurs fois. Je discute avec les dirigeants. Ouais. Je rencontre Zidane qui me dit que le joueur a un fort potentiel, mais c'est jeune. Première division, je ne sais pas et tout. On est à 2 doigts de le faire et là finalement le Real de Madrid se ravise parce qu'ils disent la FIFA est en train d'enquêter sur le transfert du petit lorsqu'on l'a fait signer chez nous. On ne peut pas vous le prêter. Par contre, si vous voulez prendre Asensio, prenez-le. Pardon? Ouais. Et donc à l'époque il était en équipe réserve. Je rentre et je dis, on ne peut pas avoir Odegaard, mais il me propose un autre joueur, Asensio. Mais là, ce n'était pas le profil qu'on cherchait. Parce que Odegaard, c'était plus un milieu offensif, et Asensio, c'était plus un excentré. Ouais. Et on ne l'a pas fait. Jean-Luc, tu te rends compte que là, il y a plein de fourmillements dans mon corps. Tu es en train de me dire que Marco Asensio a été un profil proposé au Stade Rennais? Oui, à l'époque, oui. D'accord. Ok. T'en as d'autres des noms comme ça? Ce serait quoi d'ailleurs le nom le plus impressionnant auquel tu as été confronté et qui a été proposé au Stade Rennais? Qui a été proposé? Ou tu t'es dit, par exemple, il a été prospecté, c'est peut-être toi qui l'avais ciblé, ou il t'a été proposé, enfin qu'importe la manière, mais peut-être un nom d'un joueur qui aujourd'hui, ou en tout cas a rayonné énormément pendant ton passage au Stade Rennais, et qui au final n'est pas venu pour diverses raisons. Asensio, c'est pas mal. Hein. Ouais. Il y avait un nom qu'on m'avait demandé de te poser, c'était Christian Benteke. Est-ce que ça te parle? Non, ouais, si, quand il était en Belgique. Ouais. Non, on n'était pas dessus. Vous avez jamais été dessus? Non. Ça n'a jamais été dans les moyens du club d'aller chercher ce joueur. Et alors, comment ça se fait que des rumeurs comme ça sortent? Parce que nous, on a su aussi à Rennes qu'il y avait une taupe. Il y avait, et nous, quelquefois, on balançait des leurres. On savait qui en interne balançait un des journalistes du Télégramme.
Et donc, de temps en temps, quand on savait qu'il assistait aux réunions, on balançait des noms qu'on ne pouvait pas faire. Ouais. Donc, ça sortait. Et tu voyais, et puis tu recoupais facilement. Ben ouais, parce qu'il fallait qu'on soit tranquille pour pouvoir bosser sur... Parce que avec toute la concurrence, parce que la concurrence, elle n'est pas qu'au niveau français, elle est au niveau mondial sur les joueurs qui sont pas chers et qui sont bons. Parce que tout le monde cherche ça, quoi. Aujourd'hui, quand on n'a pas de moyens, on cherche des phénomènes, mais à 2 balles. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Mais tout le monde cherche quand même. Et donc, il fallait bien qu'on se protège un peu. Si à chaque fois, on sortait les noms des joueurs sur lesquels on était, ça aurait été plus compliqué, quoi. Donc, ok. Ça a été quoi du coup? Parce que là, ça a l'air d'être un vrai inconvénient de toute façon, et puis ça se comprend énormément d'avoir une taupe. Mais ça a été quoi pour toi les plus grosses difficultés dans l'exercice de ton métier, notamment pour ton passage à Rennes? Et est-ce que tu as des personnalités qui ont pu t'entourer au Stade Rennais et qui ont pu avoir un impact sur ton travail? Je pense naturellement à une personne. Je pense que tu sais de qui je parle. Ouais, je vois qui. C'était quelqu'un qui aime le recrutement, qui aime le faire. Cette personne veut faire le recrutement elle-même, je ne vais pas la citer. Est-ce que je peux me permettre de le faire pour les gens qui nous écoutent et que je remette en contexte? Si tu veux. On parle d'Olivier Létang, voilà, qui est arrivé en 2017. J'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Parce qu'à partir du moment où en fait il est arrivé, est-ce que t'avais plus forcément la main sur le mercato? La première année, oui. La première année, nécessairement. Ouais. Après, Après, les choses ont changé bizarrement quand on a gagné la Coupe de France. Pour moi, la Coupe de France, c'est le Stade Rennais qui l'a gagnée, c'est pas une seule personne. Ouais. Et voilà. D'accord. Quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, quoi. Ouais. À un moment donné, voilà, le Stade Rennais a gagné la Coupe de France. La fameuse ingérence qu'on a entendue à peu près partout et tout le temps. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une personne qui a de grosses qualités. C'est pas mon ami, vous l'aurez compris. Oui, bien sûr. Mais je dois reconnaître que le mec est bosseur, il est intelligent. Et après, il faut faire attention. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et puis, il y a des choses à respecter aussi. D'accord. Et je pense que l'entité d'un club, elle se respecte. Et le Stade Rennais a gagné la Coupe de France. Ça marche. On ferme la page. Pendant ton passage au club, il y a, donc je l'ai dit, il y a tout un tas de joueurs qui est arrivé au sein du Stade Rennais. Est-ce qu'il y a des joueurs parmi la liste de ceux qui sont arrivés pendant que tu étais en poste, qui ont fait l'objet d'une supervision, vraiment par toi, mais parce que c'était ta volonté à toi de ramener ce joueur-là, parce que tu croyais vraiment en ce joueur-là? Sur tous les joueurs qui sont... Il y en a eu quelques-uns, je sais, ça va peut-être pas être évident. Amari Traoré, ouais. Amari Traoré, d'accord. Ouais, on peut pas faire plus récent pour le coup. Si, Benjamin Bourigeaud, ouais. Bon, les deux, c'est presque les deux que j'avais envie d'entendre. Ben Sebaini aussi. Ouais. Et Ben Sebaini, il a fallu se battre. Il arrivait de Montpellier, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Ouais, il avait été prêté à Montpellier l'année d'avant, et je l'avais suivi. Je l'avais vu. Il avait joué contre nous. Ouais. Il avait joué milieu défensif contre nous à Rennes. Je l'avais trouvé plutôt intéressant, mais je l'avais vu jouer plutôt défenseur axial contre d'autres équipes à Montpellier, et je l'avais trouvé très intéressant. Et quand j'avais su que Montpellier ne le gardait pas, aussitôt on avait. Vous aviez mis le grappin dessus, ouais. Et à l'époque, le coach c'était Christian. Et Christian n'était pas super emballé. Et c'est Roland Courbis qui m'avait donné un coup de main sur le sujet, parce qu'il connaissait bien le joueur, puisque lui, il venait de Montpellier. Et il avait réussi à convaincre Christian que c'était un bon dossier. Et il s'est avéré que c'était un bon dossier. Oui. Alors, comment ça se passe du coup? Parce que je prends en fait le cas de Rami Ben Sebaini. Il a eu une dernière année magnifique à Rennes.
Mais le début, ça a été quand même assez poussif, ça a été beaucoup en dents de scie. Est-ce que tu entretiens une relation avec éventuellement les joueurs que tu prospectes jusqu'au moment où ils signent et pendant le long de leur période au club? Est-ce que tu es là aussi pour les accompagner, éventuellement les aider à s'imprégner du contexte du club, etc. Quelle relation toi tu peux avoir avec les joueurs que tu prospectes et que tu fais éventuellement signer? C'est une relation cordiale, mais je ne suis plus en direct avec eux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, les coachs n'aiment pas trop qu'on interfère pour discuter avec les joueurs, pour les remobiliser, que ce soit de la part d'un directeur sportif, directeur du recrutement ou président, les coachs n'aiment pas ça. Et en plus, à côté de ça, moi, je n'avais pas vraiment le temps. Moi, il y avait des coachs à Rennes qui me reprochaient de ne pas souvent être à Rennes. Et M. Pinault leur disait, mais moi, ça me rassure. D'accord. Moi, ça me rassure, ça veut dire qu'il tourne et qu'il va avoir des matchs. Et moi, être à Rennes, voir les matchs de Rennes et puis être le lendemain d'une victoire en disant « Ouais, coach, bien joué » ou le lendemain d'une défaite « Ah ben, c'est pas grave, ça, mais non, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'aller voir des joueurs, c'est de voir des matchs. Mais les joueurs du Stade Rennais, je les connaissais, moi, à l'époque, dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Au bout de quelques semaines, l'effectif, je le connais par cœur. Je sais où on a des manques aussi. J'ai joué au foot, donc j'arrive à appréhender où on a besoin de se renforcer un peu. Non, mais sinon, non, je coupe tout. Ça reste juste cordial. C'est bonjour, bonsoir. Quand on se croise, je demande si ça va. Alors, il y en a par contre qui essayent. Il y a des joueurs parfois qui essayent et qui appellent quand ils ne vont pas bien. Oui, je voudrais vous voir parce que ceci, parce que cela. Bon, on parlait d'Erasmus tout à l'heure. Bon, il n'était pas très bien, il ne se sentait pas bien. À un moment donné, j'ai trouvé la possibilité de le prêter à Lens. Il ne voulait pas y aller. Ouais. J'avais réussi à le convaincre que c'était une bonne idée, qu'il fallait qu'il y aille. Donc, et là, effectivement, j'avais été plus proche de lui pour qu'il accepte d'aller là-bas. D'accord, ok, ça marche. On m'a interpellé sur la question Benteke que je t'ai posée tout à l'heure. En fait, il s'avère que c'était pas pendant ton passage à Rennes, c'était juste avant. T'étais encore à c'était 2011, donc t'étais Monaco ou sorti de l'île Monaco. Comme quoi, Benteke apparemment voulait venir à Rennes, qu'il avait rencontré Pierre Dréossi en interview. On t'a peut-être jamais parlé de ça? Non, du tout. T'as jamais été informé là-dessus? Non, du tout. Sur les joueurs où j'ai beaucoup insisté aussi, parce que là, par contre, j'ai gardé longtemps un contact avec lui, c'était Benjamin André aussi. J'avais une question justement que j'allais te poser parce que je viens de la voir atterrir dans les commentaires où il y avait son profil de latéral à Ajaccio. Et moi, je me rappelle d'un match où il nous avait traumatisé, où on était allé jouer à Ajaccio et je me demande si on perd pas 2-1 ou 3-1 contre là-bas. Et lui, il fait un match formidable. Est-ce que sa polyvalence, c'est la question qui est posée, est-ce que sa polyvalence pour jouer milieu à Rennes avait été vue en avance? C'était sa formation de base. Donc, quand nous, on va le chercher et qu'on sait qu'il est milieu à la base, donc un milieu de terrain, techniquement, c'est plutôt intéressant. Et puis, nous, on cherchait désespérément quelqu'un pour remplacer l'éternel Romain Danzé. Parce que tous les ans, tout le monde me disait, tous les ans, tous les coachs que j'ai eus me disaient, il faut trouver un arrière droit. Ouais. Ok, alors on en a apporté des arrière droits, mais Romain Danzé jouait toujours. Ouais. Donc là, Benjamin, l'avantage, c'est qu'on l'a porté comme arrière droit, mais qu'il avait la possibilité aussi de jouer au milieu et éventuellement peut-être même de jouer un cran au-dessus dans le couloir à l'époque. Et puis finalement, il s'est retrouvé au cœur du jeu. Mais sur Benjamin, c'était un bon dossier parce que on l'a eu libre. Et en plus, c'est un super mec. C'est un super mec. C'est quoi là? Est-ce qu'il fait partie des recrues dont tu es le plus fier par rapport à la signature au club? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs, une recrue dont tu es la plus Non, je ne cherche pas. Je n'ai jamais essayé de tirer une gloriole pour moi. Non, pas fier si tu veux vis-à-vis de toi en te disant j'ai fait un super boulot, etc. Mais juste te dire c'était une super pioche pour le club, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan humain, etc. Sans t'attribuer le mérite à toi. Mais juste te dire je suis ravi d'avoir bossé sur la venue de ce mec-là. Ouais, mais c'est le compliment. Je sais pas, c'est pas de la fierté, c'est quand les dirigeants vous disent et que le coach te dit Benjamin André, c'est un bon joueur et c'est un super mec et tout. Bon, voilà. Là, tu as le compliment. Tu as le compliment de ta hiérarchie, ça compte. Parce que souvent,
il faut aussi le dire. Les cellules de recrutement nous tapent dessus quand ça va mal, mais quand ça va très bien, on ne parle jamais de nous. Hein. Donc, de temps en temps, quand il y a un petit compliment qui vient de la hiérarchie, que ce soit de l'actionnaire, du président ou du coach, aux gars de la cellule, ça leur fait du bien, parce que même si c'est adressé à moi, je les répercute en bas. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait un recrutement d'un joueur qui soit motivé par autre chose que du sportif? Quand on voit aujourd'hui, alors l'exemple est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais voilà, Messi au PSG, on sait qu'il y a aussi une volonté de marketing parce qu'on sait que ça va faire rentrer de l'argent à l'intérieur du club. Je ne sais pas si c'est peut-être le meilleur exemple d'ailleurs, peut-être pas, mais est-ce que voilà, ça peut arriver qu'un joueur soit recruté pour autre chose que du sportif ou pas du tout? Ça arrive, et moi j'ai connu ce cas-là à Monaco, ouais. Où il y a eu le recrutement d'un Coréen parce que ça pouvait générer en termes de marketing un certain chiffre d'affaires. Et puis après, on m'a proposé des Japonais, et puis après, on m'a proposé des Chinois. Et je me suis toujours opposé parce que je leur disais, si c'est pour le centre de formation, allez-y. Mais bon, je sais que Lyon a tenté ça aussi avec un Chinois à un moment donné, parce que il y avait un sponsor au niveau local qui prenait tout en charge et tout. Puis finalement, le joueur, il n'a jamais joué, quoi. Donc, d'accord. Okay. Je sais que ça a été tenté. Ça arrive quelquefois en Angleterre. Je sais qu'en Angleterre, quelquefois, ils prennent des joueurs qui viennent d'Asie et qui les prennent uniquement parce que ça permet de faire du marketing. D'accord. Ok. J'ai une question sur un profil qui vient d'arriver. Steven Nzonzi. Oui. Est-ce que tu as eu ton mot à dire dessus? Non. Du tout? Non. D'accord, ok, ça marche. C'est quoi ton point de vue sur le mercato hivernal? Parce qu'on parle souvent de mercato, enfin en tout cas aujourd'hui, de mercato d'ajustement, et pourtant on a pu voir que ça pouvait être un vrai mercato de renforcement. J'avais trouvé cette question très intéressante dans celles qui m'ont été posées par les supporters. Mercato de renforcement, je pense nécessairement à celui de 2014. Ntep, Toivonen, Grosicki. C'est quoi ton point de vue aujourd'hui sur le mercato hivernal? Moi, je trouve qu'il est intéressant, mais il faudrait le limiter en nombre. Ok. Voilà, le limiter à 2. À 2, ok. Voilà, donc deux retouches qui pourraient permettre d'ajuster. On peut pousser à 3, ça fait un par ligne, éventuellement, et puis s'arrêter à ça, mais pas tomber là où si on pourrait changer une équipe, quoi. Je pense qu'en le limitant à 2, ça peut être pas mal. Ok, d'accord. On peut lire à droite et à gauche beaucoup de critiques actuellement sur le recrutement qui peut être réalisé au sein du Stade Rennais. Flo Maurice est logiquement ciblé parce que directeur sportif, et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est ce que toi tu me disais, c'est presque le rôle un peu ingrat parce que c'est tout un club qui s'engage quand il fait venir un joueur. Ce n'est pas que le choix du directeur sportif, mais en fait c'est votre image. En l'occurrence, toi c'était directeur du recrutement, Flo Maurice c'est son image de directeur sportif qui fait que il est principalement visé. C'est quoi, selon toi, la principale différence entre le recrutement qui a été réalisé quand toi tu es arrivé au club et celui qui peut être réalisé aujourd'hui? La grosse différence, c'est les moyens qu'il a et les moyens que j'avais. Financiers, j'entends. Bien sûr. Oui. Voilà. Et en parallèle, les objectifs ne sont pas les mêmes. Moi, avec les moyens que j'avais, on me demandait de finir dans les 10 premiers. Et lui, avec les moyens qu'il a, on lui demande d'être européen. Donc, on peut pas comparer. C'est pas comparable. Les deux situations sont complètement différentes. Tu as un avis sur le travail qui est réalisé par le Stade Rennais sur le plan du recrutement aujourd'hui? Est-ce que tu suis encore le Stade Rennais d'ailleurs? Ouais, je suis. Ouais, parce que moi, j'ai beaucoup aimé la Bretagne et les Bretons. D'ailleurs, je trouve qu'en Bretagne, que les Bretons, c'est une partie de la France qui connaît vraiment bien le foot. Il n'y a pas de. Je compare un peu avec le Sud, là où il y a plus de connaisseurs dans l'Ouest. Ouais. C'est ils adorent le foot et ils connaissent le foot, quoi. Ils ne viennent pas uniquement pour chambrer, pour insulter, à la différence de ce que je peux voir ici de temps en temps quand je vais à Marseille, à Nice. Les mecs, ils viennent pour se défouler et ils viennent parce que chez eux, c'est la femme qui commande. Et tu ne viens pas au match pour ça, quoi. Je veux dire, viens au match pour voir un match de foot, pour supporter ton équipe et voilà. Mais
Non, c'est difficile de comparer. En plus, moi, Florian, c'est un mec que j'apprécie beaucoup, que je respecte énormément. Donc, il serait malvenu de ma part de porter un jugement sur le travail des autres. Okay. D'autant que je ne suis pas en interne. Je ne sais pas en interne, je n'ai pas de chiffres, je ne sais pas ce qu'on lui a demandé non plus en termes de profil, ni au niveau des postes. C'est impossible pour moi de porter un jugement. D'accord, ok, ça marche. J'ai envie de m'arrêter, on approche de la fin d'émission, je vais bientôt te libérer Jean-Luc, rassure-toi. On a voulu aborder, enfin j'ai voulu aborder sur cette émission-là aussi, et je l'ai vu dans le chat, la question, donc du coup, il y a la question de la data qu'on a abordée plus tôt, mais il y a aussi du coup le parallèle à faire avec les jeux vidéo. On a aujourd'hui un entraîneur en Ligue 1, Will Steele, qui ne se cache pas de jouer à Football Manager, etc., de s'être aussi un petit peu formé de cette manière-là. J'ai envie de faire un parallèle du coup avec le recrutement. Est-ce qu'il y a une légende qui est vraie par rapport à Football Manager, et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller regarder des notes, que ce soit sur FIFA ou sur Football Manager, pour te donner un éventuel début d'avis sur un joueur? Alors, je vais te répondre cash. Une fois, un journaliste m'a appelé pour me poser cette question et je lui ai dit que c'était insultant. Ah ouais? Bon. Rapport au travail qu'on fait, bien sûr, la débauche d'énergie, les déplacements qu'on fait, ouais. Parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. Et tout ça, il y a aussi beaucoup de sacrifices. Le mec me dit, on m'a dit que éventuellement vous utilisiez un jeu pour faire le recrutement. Je dis, mais comment tu oses me dire ça, quoi? Ok. Non, jamais. Donc, jamais. Ok, ça marche. Bon, bah, le point est clair là-dessus. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ton rôle de responsable, dans ton rôle de directeur du recrutement? Le plus fier? Ça peut être hors Stade Rennais d'ailleurs, hein. C'est vraiment dans ta carrière de directeur du recrutement. Qu'est-ce qui t'a... quel aspect de ton métier t'a rendu fier? Si tu dois t'attribuer le mérite sur quelque chose, ou juste qu'est-ce que tu retiens de plus beau de ce métier de responsable du recrutement? Je pense que le plus fier, c'est d'avoir réussi à composer un effectif à Lille qui nous a permis de faire le doublé. C'est sûrement ce qui restera le plus indéboulonnable. En tant que dirigeant, ouais, c'est ce qui me rend le plus fier. Ouais. Quelle saveur à la victoire, parce que tu es arrivé en 2013 et tu as aussi participé à la construction de l'effectif et de ce que le Stade Rennais est aussi aujourd'hui. Comment toi tu as vécu du coup cette consécration en 2019 avec la Coupe de France et le Stade Rennais, du Stade Rennais? Bah, j'étais encore au club. Et sur l'équipe qui gagne, hormis Grenier et Benarfa, tous les autres, c'est moi qui les ai recrutés. D'accord? Malheureusement, quand il y a eu les festivités, à la mairie, j'ai été écarté. Ok. Pas sympa, hein? Non. On m'a vu nulle part. J'ai été invité nulle part. Il y a eu des célébrations de partout. J'ai été invité nulle part. Voilà. C'est pas un traitement incroyable? Ça a été une très grosse peine. Ouais, j'avais de la peine. Franchement, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine d'être traité comme ça parce que j'étais au match, hein, j'étais à la finale. T'étais bord terrain ou pas du tout? Alors, ce jour-là, on m'a reproché une chose en interne. On m'avait donné un ticket pour être avec les administratifs du club. Bon, j'étais quand même directeur du recrutement. Et en arrivant sur place, je rencontre le directeur du service com du Crédit Agricole que je connaissais. Oui. Et qui me dit, mais tu es placé où? Ben, je lui dis, je suis là avec le personnel du club. Il me dit, nous, on a une loge. Donc, j'ai passé le match en loge Crédit Agricole. Voilà. C'est quand même assez dingue pour un responsable du recrutement, pour un directeur du recrutement. Ouais, j'ai fait la fête avec les gens du Crédit Agricole là-bas. Et ensuite, quand je suis rentré à Rennes, il y a eu plein de festivités, plein de choses. J'ai été écarté de tout. Ok. Écarté de tout. Ça marche.
Je vais terminer cette émission sur une dernière question, Jean-Luc. Aujourd'hui, donc, t'es sans poste dans un club Oui. depuis ton départ de l'AS Saint-Étienne. Est-ce que tu considères que ton aventure dans le football, dans un club, dans les instances dirigeantes, est terminée, ou est-ce que tu attends un éventuel nouveau challenge futur? Non, je vais avoir 62 ans et je peux prendre ma retraite dans quelques mois. Je vais la prendre. Ok. Et j'ai décidé de mettre un terme à mon activité dans les clubs. Par contre, ce que je fais actuellement, où j'aide une société justement à faire cette data qui va peut-être apporter un plus pour les clubs. C'est un outil d'aide à la décision. Ça me plaît assez. Et en plus, ils me demandent de faire part de leur donner un avis. Et je continue là, par exemple, je vais aller voir la Coupe du Monde des U20. Ce sont eux qui me demandent d'y aller. Donc, en plus, ils m'invitent, tout est payé, mais je vais voir des matchs. Et ça, continuer à voir des matchs, pour moi, c'est essentiel. Le jour où je n'irai plus sur les terrains, je pense que c'est parce que je serai grabataire et que j'aurai un problème. Mais j'ai besoin du terrain encore. Ouais. D'accord, ça marche. Ce serait quoi, on va vraiment terminer là-dessus, les conseils que tu donnerais à des jeunes qui voudraient se lancer dans le recrutement, suivre des éventuelles formations de scouts? Quelle importance, toi, tu accordes en tant que professionnel à ces formations-là? Est-ce qu'elles ont un intérêt pour rejoindre le milieu dans le futur ou pas? Enfin, qu'est-ce qui est privilégié par les clubs? Est-ce qu'on privilégie des profils juniors qui sortent par exemple de différentes formations, qui sont presque un petit peu des scouts autoproclamés, si je peux dire ça comme ça, ou est-ce que vous allez rechercher plus des profils d'expérience quand on est dans des clubs en tant que responsable de cellule de recrutement? Quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le recrutement et éventuellement arriver un jour à un poste dans un club professionnel? Il peut commencer comme scout junior dans un club. Je sais que Nice le fait, par exemple. D'accord. C'est bien parce que ça permet d'avoir un parrain, entre guillemets, qui lui donne quelques informations et qui peut l'aiguiller, qui peut l'aider surtout à se construire un réseau. Ouais. Je pense que pour réussir dans ce métier, il faut être une fouine, il faut avoir un bon oeil, ça c'est certain, mais il faut avoir un super bon réseau. Et là, il faut qu'il y ait des personnes qui vous donnent des tuyaux. Comment on met un réseau en place? Et puis une fois qu'il est en place, après, il faut l'entretenir, le réseau. Et ça, c'est important, c'est déterminant. C'est comme ça qu'on a peut-être les informations avant les autres. Ça nous permet d'être réactifs avant les autres. Et puis, il faut aussi avoir un réseau, mais un réseau fiable au niveau de l'analyse. Quand on nous dit, par exemple, à nous, « Ah, j'ai vu un joueur, il va vite », qu'est-ce que ça veut dire? La vitesse, c'est quoi? C'est quel type de vitesse? C'est Abidal quand il était joueur, alors c'est plus de l'explosivité. Il faut déjà sur les termes, sur le langage utilisé, il faut le connaître. Et puis après, il faut être courageux et développer surtout une faculté d'écoute très importante. Moi, j'avais des coachs. Si on était tout le temps en train de... Moi, j'avais un de mes scouts quand j'étais à Lille. Il était tout le temps en train de couper le coach. Et à la fin de la réunion, je lui disais, Alain, il veut quoi le coach? Il me disait, merde, je n'ai pas fait gaffe. Je dis, mais tu ne l'écoutes pas. Donc, il faut une grosse faculté d'écoute, que ce soit de la part de l'entraîneur, des dirigeants forcément aussi, mais même au niveau du joueur. Quand on va avoir un joueur pour lui dire, je représente le Stade Rennais, est-ce qu'éventuellement ça t'intéresse et tout, et après quand on discute avec lui, il faut plus le faire parler lui que parler. Il faut présenter le club forcément, il faut argumenter pour essayer de le séduire un peu, mais après il faut le faire parler. Peut-être que c'est sa femme qui décide à la maison où il ira jouer l'année prochaine. Hein, moi, j'en ai connu des joueurs comme ça. Hein. Donc, voilà, l'écoute est très importante aussi. Okay. Mais par contre, tu parlais précédemment d'organismes qui font des formations de scouts. Moi, j'en connais deux et franchement, elles sont très bonnes. Quelles sont-elles? Elles sont sur Paris. Il y en a une qui est dirigée par Souleymane Camara et l'autre... je ne me rappelle plus du nom, mais je sais que, parce que j'ai vu leur programme, et c'est plutôt vachement bien fait. Et celle qui a mis en place Souleymane Camara, en plus Souleymane Camara, moi je l'ai eu à Monaco, c'est lui qui a détecté Mbappé. Ok. Quand il était à Monaco, donc c'est un mec qui a un super œil, c'est un mec absolument adorable, et il connaît très très bien le métier.
Alors lui, sa formation, elle est top. D'accord. Ok. Bah, si éventuellement tu retrouves la deuxième formation pour qu'on puisse la partager de notre côté, si Oui, il il te faut que je revient en mémoire, regarde, mais tu me l'enverras. je sais que pour le moment, en France, il n'y en a que 2. D'accord. Deux formations que tu considères comme viables? Elles sont toutes les 2 sur Paris. Il faudrait que je retrouve le nom des sociétés. Ok. Sous les mains de Camara, c'est sûr. Et l'autre, je crois qu'elle a été mise en place aussi par un ancien scout, mais je ne me rappelle plus. Mais à l'occasion, je t'enverrai le SMS si je retrouve. Ça roule. Bon bah écoute, ça fait 1h40 que cette émission a démarré. Bon, j'avais dit plus d'1 heure, je savais qu'on s'approcherait de l'heure et demie. 1h40, programme vaste, complet. On a abordé énormément de choses. Je suis extrêmement ravi de t'avoir reçu, Jean-Luc. C'était vraiment génial parce que j'ai appris énormément de choses. Je pense que les gens qui sont avec nous derrière leur écran en ont appris énormément aussi sur le recrutement, sur le fonctionnement du recrutement, le process d'un recrutement. Donc non, ça a été vraiment un vrai plaisir de te recevoir et je te remercie grandement. C'était un plaisir de partager cette expérience-là. Et puis, merci à toi de l'invitation. Mais avec grand plaisir. Est-ce que potentiellement on a ouvert la porte à Jean-Luc Buisine plus régulièrement dans le monde de la radio et peut-être plus dans les médias? Maintenant, je suis plus en club. Je ne suis pas tenu à un devoir de confidentialité. Ouais. Donc, au contraire, aujourd'hui, avoir un avis, échanger, pas de problème. Si ça reste sain, j'ai pas envie de rentrer, moi, dans des débats avec des personnes qui savent tout mieux que tout le monde et qui ont inventé le football. Moi, je n'ai pas inventé le football. Je fais ce que je peux avec les moyens qui sont les miens, avec ma personnalité. Après, on m'accepte, c'est bien. On ne m'accepte pas, à ce moment-là, on ne fait rien. C'est un beau discours pour terminer cette émission. Je te réadresse mes sincères remerciements, Jean-Luc. Et puis je vous remercie, vous qui étiez derrière votre écran, qui avez interagi pendant cette émission. J'ai essayé de reprendre pas mal de vos questions. J'en avais déjà repris de celles que vous aviez pu me poser sur les réseaux sociaux avant que l'émission démarre. Il y en a beaucoup qui sont arrivés donc comme ça à l'intérieur de l'émission. C'était un régal. Je n'en attendais pas moins de cette émission-là. C'était super. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier une dernière fois. Vous remerciez vous qui étiez derrière votre écran. Et puis à vous dire à bientôt sur Radio Roazhon. Merci pour cette édition 8 de Rond Central et à la prochaine. Très bonne soirée, à bientôt. Super. Merci, à bientôt.